qui revient le plus souvent, acquisition, flux, qualité, structuration, marge et sortir un peu de l'opérationnel, plus ou moins. OK, top. Pour démarrer un peu le mastermind, donc brièvement, ce que je vais expliquer, en fait, c'est exactement ce qui nous permet de scaler nos propres activités. OK, très peu d'abonnés, genre 600 abonnés, 2000 abonnés sur Instagram et avec une très lean team. OK, donc très haute marge, donc uniquement 6 personnes dans l'équipe. Et aujourd'hui, je vais parler de deux choses, l'écosystème de brand et aussi le produit. OK, parce que le produit, c'est quelque chose que j'adore. Vous allez voir qu'il y aura des insights intéressants pour tout le monde ici. Donc, est-ce que vous avez déjà vu un peu ce schéma quelque part sur YouTube? Ouais, ouais, non, non. Ouais, OK. Tu mens? Magnifique. Ouais, donc juste pour résumer très simple, donc il y a 4 grands piliers, marque automatisée, toile d'araignée, auto-inscription et ascension structure. Donc le trafic, il provient sur 3 grands piliers, profil visite et story ads, organique, et ensuite VSL, type funnel, et ensuite tout ce qui est conversion, etc. Et le truc le plus important à comprendre vis-à-vis du funnel, et garder en tête, c'est que c'est pas un funnel direct response. Okay, je pense que vous comprenez. Direct response, c'est quoi? C'est que soit c'est un funnel qui va générer un call ou c'est un lead mort. Sur le papier, c'est ça. Et en fait, ici, avec ce funnel qui est indirect, l'objectif, c'est que les gens, ils se prévendent en fait sur vous. Ok, donc on va rajouter, justement, je vais venir dans un instant, un peu du contenu dans la phase d'éducation entre publicité, que la personne ne te connaît pas du tout, à vraiment la phase de j'ai envie d'acheter. Donc deux choses. Direct marketing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du push marketing. Vous avez une grosse offre, grosse promesse, grosse garantie. Les gens, faible show-up, faible closing, et les gens, ils savent même pas pourquoi ils sont dans l'appel. Alors qu'ici, la différence, c'est que c'est du pull. Moi, ce que j'adore donner un exemple, c'est, imaginons que vous développez un jardin, ok? Vous développez un petit jardin dans lequel vous voilà, nourrissez un peu les petites fleurs, et c'est comme si vous ayez les petits papillons justement qui arrivent à nous. Là, la différence, c'est qu'ici, en fait, on est en train de chasser justement les petits papillons. Ici, en fait, on crée un écosystème dans lequel les gens ils viennent à nous. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce que on va pousser la confiance. Et je pense que vous savez aujourd'hui, la confiance, c'est le truc le plus bas aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extrêmement bas aujourd'hui. Les gens, en 2022, 2020, c'est quelque chose qui fonctionnait très bien. Genre, sincèrement. Aujourd'hui, ça fonctionne, mais extrêmement moins bien. OK? Moins bien. Euh, et du coup, ici, forcément, les gens, ils sont déjà fait arnaquer par des offres, des garanties. Ils ont tout vu. Et du coup, nous, notre rôle, c'est de pousser la confiance. Et il y a plein de personnes, du coup, qui vont utiliser ce funnel, mais qui n'arrivent pas à convertir et à atteindre les chiffres qu'ils veulent, parce qu'ils n'arrivent pas concrètement à augmenter le niveau de confiance. Et ça, c'est un point justement qu'on verra. Mais du coup, pour revenir, du coup, ici, c'est hard sell. Donc voilà, comme j'ai dit, on appelle full closing. Voici mon offre, voici ma garantie. Et si tu ne closes pas, il y a des grandes chances qu'ils ne closent pas. Alors qu'ici, appel d'inscription. Les gens, ils donnent le cash. Et forcément, il a plusieurs fois récupéré juste du cash, quoi. C'est le meilleur closer. Enfin, meilleur closing, le plus simple qu'à faire. Et du coup, la grosse différence, c'est ROAS 3-4, ROAS 8-12. C'est plutôt banal, en fait, dans un système indirect. Parce que les gens, en fait, ils se prévendent sur eux. Okay, les gens se prévendent sur eux. Et du coup, la grosse partie indirecte, c'est qu'on développe la marque personnelle. Et ce qui est beau avec le funnel, c'est du marque personnelle automatisé. Donc, vous grandissez votre nombre d'abonnés, vous grandissez votre autorité sur le marché et vous grandissez votre communauté. Juste cette phrase-là, elle est magnifique. Okay, en automatique. Et du coup, juste pour rebondir, il y a un truc qui est super important. Tout le monde dit, ouais, mais Mathéus, la saturation, c'est compliqué, etc. Franchement, sincèrement, si vous avez une brinde, la saturation n'existe pas. Point. Vous avez vu Logan Paul, MrBeast, ils ont un produit, ils push, vente, record. Deuxième produit, push, vente, record. C'est pas parce que le produit est excellemment bon. C'est parce que le niveau de confiance est la plus maximale. OK? Donc, voici un peu le parallèle justement vis-à-vis du funnel. Donc, no scale process, c'est simple. Avant, c'est ce que vraiment direct response, ad, setting, appel de vente, good luck. Ici, scale process, donc on a les publicités. Et là, cette grande partie, c'est ça en fait qui va faire le game changer entre appel d'inscription. Okay, cette partie-là, mieux elle sera maîtrisée, mieux vous allez convertir. Et justement, on va parler justement des process qu'on a en interne vis-à-vis de la création de contenu. Ça va être sympathique. Donc, avant de partager dans le dur, ads, contenu, conversion, etc., produit, il y a un principe de mindset qui est important à comprendre, c'est le principe du feedback data loop. C'est un principe hyper important. C'est, comprenez une chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les business, le mien, le vôtre, tous les autres business, se construisent sur de la data, sur les données. Okay, si vous ne traquez pas, c'est pour ça que vous stagnez. Si vous traquez à moitié, c'est pour ça que vous stagnez. Et je vais vous expliquer pourquoi concrètement. Mais bref, vous devez acheter de la data pour prendre les meilleures décisions que possible. Vous avez déjà entendu ça.
Mais il y a deux manières d'acheter de la data. Soit par le temps, soit par l'argent. Le temps, c'est quoi? Création de contenu, prospection. L'argent, publicité. Ok? Il y a beaucoup de personnes, donc je vais donner un exemple par la suite, mais voilà, on achète de la data, donc par création de contenu, prospection ou publicité. Il y a deux types de personnes à partir de maintenant. Personne numéro une, il regarde la data, très détaillé, très minutieux, et il réalise les changements basés sur la data achetée. Ok? Au fil du temps, s'il rajoute du volume et une certaine régularité du tracking, il va devenir 1% meilleur sur tout. Ads, prospection, contenu, tous les systèmes d'acquisition qu'ils utilisent, scale. Ok? Formule simple. Et je vois énormément. Ok? Le deuxième, c'est extrêmement simple. Je vois énormément. C'est, il ne fait rien. Il dépense juste pour dépenser. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, prenez un exemple, vous dépensez en ads. Ok? Vous dépensez en ads, vous créez une créa, vous mettez 100 balles dessus, sur la table, ok? Pour avoir de la data. Ok? Est-ce qu'elle fonctionne? Elle ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui vont juste dire, ok, bon, ça ne fonctionne pas, j'ai de nouveau 100 balles, je remets 100 balles, sans regarder la data précédente. C'est ça que j'appelle acheter la data. Ok? C'est vraiment comprendre que vous payez quelque chose pour avoir un retour. Pareil pour les appels de vente. Si les gens, ils viennent en appel, c'est que vous avez payé cet appel. Soit par le temps, soit par l'argent. Et la grande majorité des personnes, ils vont juste être là, ils vont prendre l'appel de vente, pas closer, bon bah tant pis. Ils vont pas regarder le cycle de conversion, comment on aurait pu faire mieux, comment vis-à-vis du closing, ou même feedback vis-à-vis du contenu. Mais on va voir ça dans un instant. Et c'est pour ça justement, il y a plein de personnes qui stagnent et regressent. Et Mathéo, qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu achètes de la data et tu ne fais rien. Et le meilleur chemin, c'est de acheter la data et faire quelque chose, être régulier, mettre du volume, scaler. OK? Donc, comme j'ai dit, l'objectif, c'est d'être meilleur 1% chaque fois. Sur les ads, sur le contenu, sur les stories, séquences de stories, surtout. 1% meilleur à chaque fois, c'est ce qui vous permettra de scaler grâce en achetant la donnée et en réalisant les changements. Donc maintenant, on va directement passer sur les ads. Dans le vif du sujet, c'était vraiment une partie extrêmement importante parce que c'est ce funnel-là, enfin, c'est ce schéma-là, extrêmement important pour comprendre un peu le reste de la présentation. OK? Donc, vis-à-vis des ads, comment avoir un ROAS de x20, x8, x20 avec le funnel? C'est énorme. Ceux qui regardent, ils font du VSL funnel, ils ne s'imaginent pas, mais c'est ce qu'on fait. Vous devez comprendre une chose. L'objectif de la publicité est de ramener de la qualité, point. Okay? On a parlé justement de problème de qualité. Le flux, c'est cool. Avoir de la qualité, c'est mieux. Et donc, avoir des coûts par follower DM bas, c'est extrêmement simple. Genre vraiment sur le papier, constamment, c'est très simple à faire. C'est extrêmement simple. Des leads, mais par contre, avoir des leads ultra qualifiés, avec les finances prêts à acheter, généralement, c'est là où il y a une histoire différente. Et du coup, ce schéma-là, je vous garantis qu'il y a... Genre juste ce schéma-là, je pense qu'il a scalé dizaines de clients chez nous. Ce schéma-là a littéralement changé le game de comment on positionne une offre high ticket. Première chose, on va regarder l'histoire. Donc généralement, le meilleur moyen de créer une offre, c'est généralement celle liée à ton histoire. À 90% du temps, genre on crée une offre à partir de l'histoire, c'est-à-dire l'étude de cas lui-même c'est une étude de cas magnifique, c'est une histoire. Okay? 10%, on a des clients justement où ce ne sont pas vraiment des études de cas eux-mêmes, mais du coup on construit un peu du storytelling pour que ça fonctionne vis-à-vis de l'histoire. Deuxième chose, c'est la douleur, donc vraiment choisir une douleur extrêmement spécifique. Super important d'être extrêmement spécifique sur qui vous ciblez, comment vous résolvez cette douleur. Et troisième chose, et ça c'est game changer, c'est d'être intentionnel dans lequel vous cherchez vraiment les personnes avec de l'argent. Et on va voir dans un instant, parce que comment, justement, avoir des personnes qualifiées, et on a mis en place en interne ce qu'on appelait le scoring des leads. Et ça, c'est ce qui a été game changer, parce que vous allez voir vis-à-vis des scripting des ads, ça va être game changer pour vous. Contenu, ça va être game changer pour vous. Le scoring des leads, c'est simple, ce qui va permettre justement d'augmenter votre taux de qualification. C'est sur 4 leviers: urgence, budget, fit avec ton offre, et le niveau de douleur. Donc, globalement, urgence, à quel point c'est urgent pour lui de se transformer et atteindre cette situation désirée. 2, est-ce qu'il a le budget. 3, est-ce qu'il fit avec ton offre. Donc, prenons un exemple. Si c'est un mec qui veut scaler à 10 000 par mois, on ne va pas le prendre. Okay, ce n'est pas quelqu'un qui va fit forcément avec nos offres. Nous, on prend vraiment des personnes plus ambitieuses. Pareil pour coaching sportif, perte de poids. J'ai une offre à moins 10 kilos. La personne, elle me dit qu'elle a moins 5 kilos. Ce n'est pas vraiment fit avec l'offre. Okay, donc, on baisse le niveau de scoring. Et le niveau de douleur, à quel point c'est douloureux pour lui de changer. Tout ceci nous permet de faire deux choses. De traquer la source justement du lead. Et deuxième chose, donc le pourcentage de qualité par source. C'est incroyable. Donc vous avez Instagram, YouTube, Typeform, vous avez différentes sources que vous pouvez voir.
Alors, j'ai appelé écosystème de brand parce qu'en fait, on a des clients aussi qu'on développe sur LinkedIn, etc. Donc, vraiment, l'objectif, c'est vraiment développer par source et pourcentage de qualité. Comme j'ai dit, parce que suivre uniquement le coût par appel, prix, c'est bien. Genre, tout le monde dit, ouais, le KPI le plus important, c'est le coût par appel. Mais la réalité de la chose, c'est la combinaison d'un coût par appel et d'un taux de qualification. On va voir justement comment changer ça. Mais du coup, en ayant cette data, on peut soit continuer ce qui fonctionne déjà, more, better, new, vous connaissez, ou soit optimiser nos processus de qualification, disqualification pour élever la qualité. OK. Et ce qui permet d'avoir ce type de résultat, on n'a pas tout mis parce que ça fait beaucoup lorsque tu as beaucoup de résultats, le petit sauçage. Mais pour avoir du coup un ROAS de x20, x8, x20 avec le funnel, il y a 3 grandes règles justement qu'on applique. Première chose, faire des publicités les plus spécifiques que possible et le plus droit au but que possible. Donc, on va voir dans un instant les scripts, etc. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Mais plus vous êtes spécifique sur, OK, voici ta situation concrète et qui se passe au quotidien, plus vous aurez des résultats parce que inévitablement, vous allez avoir justement des personnes qui se reconnaissent dessus. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les gens achètent votre offre uniquement parce que les gens, ils se disent, bon, bah, finalement, tu arrives à excellemment bien décrire ma situation, j'ai envie d'acheter. Parce que potentiellement, tu as une meilleure solution à moi. Plutôt que quelqu'un qui est un peu généraliste, entre guillemets, ton concurrent, qui est généraliste, mais qui lui, bah, forcément, ils vont se dire, bon, bah, ouais, il me parle, son offre pourrait me parler, mais lui, il est encore plus précis à ma situation. OK? Super important. Règle numéro 2, teste vite, tue vite, scale fort. Le scaling, franchement, sans scaling, sans tester, vous ne scalerez pas. C'est pas avec la première pub que vous allez vraiment scaler votre activité, mais c'est vraiment avoir une vitesse d'itération extrêmement rapide. D'accord? Donc, testez rapidement. Dès qu'elle ne fonctionne pas, kill directement et scaler fort dès que vous savez que ça prend déjà. OK? Genre 100, 200, 300, 400, 500 euros par jour minimum. OK? Règle numéro 3, vends la transformation pour ton produit. Donc, ça revient un peu sur ce que je disais au début. Pardon. C'était forcément, si vous parlez de la situation actuelle et que lorsque dans la publicité, vous parlez de la situation désirée, si ce n'est pas spécifique et que finalement même la situation désirée dans laquelle vous pitchez ne vont pas vraiment en fait le rêve ultime que les personnes veulent atteindre, ça veut dire de 1, vous ne connaissez pas votre client idéal. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et de 2, bah, en fait, inévitablement, la personne ne va pas se prévendre. Okay? You hate money. OK, maintenant, concernant le scripting, donc on a vraiment 2 structures plus gagnantes. On a testé plein et les 2 gagnantes, c'est vraiment les meilleures. Et juste que vous compreniez, et juste pour faire le parallèle sur ce qu'on disait au début, le scripting est basé vraiment sur les 4 critères justement du scoring des leads. Et vous allez voir que le pattern d'un script d'ads, c'est vous allez parler de l'urgence dans la publicité, vous allez parler du budget de la publicité, dans la publicité, pardon, vous allez parler justement que bah, vous avez de votre offre typiquement, et vous parlez que finalement, bah, c'est douloureux pour lui, qu'il veut changer. Et donc, c'est tout bête, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ça en compte, c'est qu'ils veulent de la qualité, mais en fait, ils ne parlent pas à la qualité. OK? Donc vraiment cibler ces 4 grands points. Et du coup, les 2 patterns des ads les plus gagnantes, c'est en fait, on fait une distinction déjà première chose de, OK? C'est le hook et le pattern interrupt. Tout le monde dit on commence par le hook, non, on commence par le pattern interrupt. OK? Qu'est-ce que les gens vont se dire what the fuck? OK, c'est le what the fuck moment dans lequel OK, je scroll, OK, là ça attire mon attention. OK? Ça c'est le what the fuck moment. Ensuite, on arrive sur le hook, c'est du coup généralement le call out un peu de manière générale, situation désirée. Ensuite, section identification du problème. Donc très simple et sur ce que je disais, les plus spécifiques que possible. Donc, lorsque je dis identification du problème, je pourrais rajouter brutalement spécifique de la problématique du client idéal, dans laquelle littéralement la personne se dit mais en fait le mec il est à côté de moi en fait, il vit à côté de moi, ok. Et à partir de ce moment-là, généralement il y a 2 structures qui peuvent se faire. Le premier, c'est on continue, donc vraiment un peu à la AIDA, dans lequel, voilà, attention, intérêt, désir, donc vraiment on présente un peu la solution, un peu situation désirée de la chose. Ou soit, on a un deuxième type dans lequel on optimise le time to CTA. OK? C'est-à-dire, en fait, quel est le moment entre 0 secondes et le moment où il voit le premier appel à l'action. On a remarqué c'est que plus c'est proche, plus en fait il y a des leads qui obtiennent. OK? Donc généralement, on essaye de tester aussi le time to CTA pour voir comment ça résonne. Mais tout naturellement, bah, vous allez être un peu plus, c'est une ad plutôt courte vis-à-vis du premier time to CTA. Mais ensuite, on fait une projection situation désirée, donc un peu comme celle-ci, hein, plus ou moins la même chose, preuve sociale, appel à l'action numéro 2. Et là, voilà, c'est pareil, présentation de solution, appel à l'action numéro 1. Donc vous voyez qu'il y a un petit décalage ici, dans lequel time to CTA, c'est un peu plus rapproché, et généralement, c'est ce qui fonctionne aussi très bien. Okay, mais vraiment, le plus important, c'est vraiment, enfin, si vous voulez des leads qualifiés, bah, juste tapez en fait sur les personnes qualifiées, donc sur l'urgence, budget, fit avec l'offre et la douleur spécifique. D'accord? Déjà, première chose, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe sur la conversion? Ça va être intéressant la conversion. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, dis-moi. Ouais, bien sûr. Celui-là?
Pattern interrupt, c'est imagine, genre, t'es derrière et juste tu te retournes. Genre, ça, c'est juste le what the fuck moment. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, bah, un truc comme ça. Genre, tu reverses de l'eau devant et tu pars ensuite tu pars là par la suite, le hook. Ouais, c'est juste ça. Le hook, c'est généralement, ce que j'appelle, c'est le mouvement et ça, c'est la parole. Généralement, plutôt ça, quoi. Donc, je fais vraiment cette belle distinction parce que c'est super important et généralement, les as qui performent le plus, c'est là où il y a le meilleur pattern interrupt en fait qui rentre en jeu. Ok? Donc, super important. Tout est good? Ouais. Ouais. Bah, ça dépend, t'es quelle niche du coup? Ok. Ok, donc par exemple B2B, B2C. B2B, c'est genre en gros, bah, call out le CA, facile. B2C, et généralement, et c'est là où il y a peu de personnes qui le font, mais genre vraiment juste call out dans lequel ta situation, tu es dans une situation financière confortable, des choses comme ça marchent très bien. Ou typiquement les métiers aussi. Avant, genre je vous garantis, avant de développer cette partie-là, vous voyez pas des niches extrêmement spécifiques dans lesquelles c'est l'aspect financier. D'accord? Et c'est ce schéma-là justement qui a provoqué dans lequel, ok, métier, des personnes vraiment plus qualifiées, avec un certain métier, donc et finalement un peu de manière indirecte. C'est-à-dire? Ouais. Bah, là, typiquement, tu parles de la situation de la personne. Mais du coup, tu peux rajouter encore d'autres. Donc, tu fais référence à qui spécifiquement? Ouais, bah en fait, genre par exemple, tu peux dire ça, et ensuite tu vas de nouveau call out sur un truc bien spécifique, tu vois. Donc de nouveau une qualification encore plus. Et généralement, ouais, je pensais qu'il y avait une question. En fait, généralement, typiquement, nous ce qu'on faisait, c'est que, imaginons il y a une ad qui fonctionne bien, mais par exemple il manque de qualité. Et en fait, ce qu'on fait, c'est reprendre la même ads, et en fait on rajoute un mot supplémentaire qui va rajouter encore plus de qualifiant financière. Donc par exemple, tout se passe bien dans ton activité, enfin dans ton activité, dans ta vie de manière générale, ton travail, comment j'avais dit ça une fois. Euh, Bref, tu es confortable, tu as un bon métier qui te paye bien. Vraiment des choses vraiment très directes, hein. Et je dis, c'est important. Si vous n'êtes pas direct, genre ça sert à rien en fait. Ok? Ça sert à rien si vous n'êtes pas direct. Sinon, vous allez ramener justement des leads pas qualifiés. Et ensuite, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas de leads qualifiés. Ok, mais quand je regarde le script, en fait, vous ne parlez pas aux leads qualifiés. D'accord? C'est good? Top. Une autre question? Ouais, bien sûr. Mm, mm. L'urgence, en fait, elle vient de l'importance du fils. Donc, en fait, ça c'est des choses en fait, que vous pouvez aussi mettre dans la publicité, dans lesquelles votre fils, il veut. Genre, tu vois, genre, en gros, tu transmets en fait que c'est la vision de votre fils et du coup, l'importance va être créée. Sur la vision. Et oui, bien sûr, donc forcément avec les parents, bien sûr. Enfin, ouais, totalement. Totalement. Tu fais les deux. Moi, je ferais les deux. Genre vraiment les deux ads, et en fait les deux. Super simple, hein. Super simple. Ne complexifiez pas la vie et vous allez voir justement, il y a une section simplicité. Genre vraiment, genre, on va arriver, vous allez voir que ça va être clic instant. Ok? C'était good pour vous? Ouais. Celui? Ouais. The One Thing You Had? Si ça, c'est les 3 premières secondes. Sinon, ça sert à rien, hein. Bah oui, si les gens ils scrollent, ok, tu peux faire la meilleure copie du monde, mais à la fin des temps, s'ils scrollent, ils voient pas. Donc en fait, généralement, c'est là tu passes 50% de ton temps. Genre généralement, tu fais ton script et surtout, vraiment la règle du copywriting, c'est que tu ne postes pas le même jour. Tu fais le script, tu reviens le lendemain, 24 heures après, ok, avec des idées fraîches, et tu reviens. Généralement, tu retapes pas. Tu reviens vraiment sur la zone du hook. Ouais, tu fais tout le script en entier. Et généralement, 24 heures après, tu reviens, c'est la base du copy dans lequel tu vois un peu plus comment tu peux améliorer le hook. Parce que c'est ça, en fait, le game, en fait, le hook. Parce que le script, voilà, enfin, le script, ça peut être classique, hein. Enfin, tu vois, tu as la structure, ça peut être classique. Tu vas juste identifier la personne, etc. Mais c'est là, en fait, où le game, généralement, se passe. Non, 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 alors je te go, je pense que je vois exactement ce que tu veux dire par là. Tout ça, c'est 0,3 secondes dans lequel pattern interrupt, enfin, c'est microsecondes, en fait. C'est visuel, en fait, c'est ça, c'est visuel, et là, c'est la parole.
D'accord? Donc tu peux par exemple prendre un exemple. Il y avait un client, en fait, il reverse de l'eau et en fait, il parle en même temps. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ensuite, il revient. Donc ça, c'est un pattern interrupt dans lequel on se dit what the fuck moment. Et en fait, je retiens uniquement les personnes les plus qualifiées pour regarder la suite et ensuite la suite est entièrement qualifiée. Ouais, c'est un peu. Ben, ça dépend, les patterns interrupt. Genre, tu peux faire en même temps. Tu peux avoir un léger décalage entre, tu vois, 0 et 0,5 secondes, tu vois, dans le pattern interrupt, et ensuite 1 seconde avant le hook, quoi. Donc la parole. Mais par contre, j'ai vu des hooks, c'est abusé. J'ai vu des hooks, des patterns interrupt de 6 secondes. Non mais, les gars, non mais les gars, faut pas se foutre de ma gueule non plus. Mais ouais, c'est extrêmement rapide, brutal. 50% de votre temps doit être consacré uniquement ici. Et voilà. C'était good? Tu fais comment en général quand tu veux cibler les jeunes, vu que les jeunes financièrement, jeunes B2C, Ouais. financièrement ça peut être compliqué, C'est pour toi? par exemple. C'est-à-dire jeune B2C? Parce qu'en général, moi ce que je fais, une nouvelle opportunité, Ouais. un truc personne n'en parle, c'est pas de l'EFM, c'est pas du trading, je sais pas quoi. Et en fait, souvent, c'est des gens qui veulent se lancer dans le business, motivation, ils sont à fond. Je les close facilement, ils ont confiance en toi. Mais financièrement, derrière, il y en a, ils vont avoir un peu d'argent de côté, puis il y en a, ils n'ont pas beaucoup d'argent de côté. Comment tu fais dans ce genre de cas? Typiquement, dans l'ADS, ce que tu pourrais mettre, c'est que tu es prêt à investir en toi, financièrement. De nouveau, on parle de manière brutale, directe. De nouveau, genre c'est la règle. Vraiment, c'est extrêmement simple. Si vous voulez cibler des personnes qualifiées, bah, juste parlez aux personnes qualifiées et dites les mots en fait. Moi, 10K sur ton compte bancaire. Ouais, voilà, exactement. Non, peut-être pas dans l'extrême, mais par contre, pas au début. Moi, tu vois, typiquement, ça, c'est quelque chose que j'adore faire et tester après. Moi, j'aime bien toujours garder, prendre une preuve de concept, que le film fonctionne, et ensuite, imaginons s'il y a un problème de qualité, et généralement, c'est toujours le cas. À ce moment-là, je rajoute plus de qualifications, comme j'ai donné l'exemple justement dans lequel je reprends le même script, et juste je rajoute un processus de qualification. Et je vais être sincère avec toi, genre, tu peux être un peu brutal, dans lequel tu as une certaine somme à investir en toi, mais voilà, forcément, ton coût par follow va absolument grimper, mais potentiellement la qualité aussi. Mais pas au début. Mais quand tu fais des IT funnels, Ouais. le CTA, souvent, c'est follow ou. DM, commente, etc. Ouais. Et du coup, tu fais comment si tu vis ce genre de personne qui a au moins Ouais. l'argent de côté, plusieurs milliers d'euros à investir sur toi, Mm. abonne-toi à moi et on voit ce qu'on fait. Enfin, ça n'a pas de sens, non? Ouais, mais non, mais. Abonne-toi à moi et découvre un peu. Ah oui, non, mais bien sûr. Enfin, non, mais. Ouais, mais là, tu parles de. Là, tu parles un peu de la situation actuelle ici. Donc, oui, en fait, là, de ce qu'on parle, c'est une petite partie du script. Ok, tu peux avoir genre 2 paragraphes. Et oui, genre, en gros, il veut changer, il veut améliorer sa situation et que c'est vraiment quelqu'un d'ambitieux, etc. Et ouais, du coup, ouais, abonne-toi. Et tu pourras découvrir en fait plein de choses, etc. Je t'explique comment faire. Et ensuite, parce que, et là tu vois, typiquement, ça fonctionnait super, super bien pour toi. C'est vraiment cette projection de situation désirée dans lesquelles tu vas à fond balle, dans lesquelles voyage, enfin, famille, tout quoi. Et c'est avant la qualification. Donc là, tu vois, typiquement pour toi, moi, je ferais vraiment un truc court dans lequel c'est vraiment pattern hook, identification du problème. D'ailleurs, je pourrais te présenter après le hook que j'ai scripté une fois pour un client, identification du problème, et ensuite appel à l'action, mais genre très court, c'est une petite ligne, genre si tu t'es reconnu, abonne-toi pour en savoir plus, et ensuite bim, transition instant, ok. Et généralement, c'est un changement de plan pour de nouveaux pattern interrupt la personne pour qu'elle se dise, ok. Tu fais en plein milieu de là. Exactement, ouais. Okay. Parce que forcément, c'est le time to city. Si les gens ne voient pas ton appel à l'action, ils vont pas le faire. Parce que j'ai vu beaucoup de tes clients justement faisaient Ouais. ouais. Ouais, voilà, c'est le time to CTA aussi. Genre, on optimise. En fait, on fait les deux. Mais tu vois, typiquement, oui, bah, là, tu as genre 3 paragraphes ici. Tu as 3 paragraphes, pardon, 2 à 3 paragraphes max, et ensuite appel à l'action, alors qu'ici, tu as genre 1, 2, quoi. Le deuxième, c'est quoi en général? Celui-ci? Non, le deuxième, appel à l'action. C'est le même. Bah, c'est le même. C'est une pub, un objectif. Ouais, mais je veux dire, tu répètes 2 fois la même chose. Non, tu peux changer, bien sûr. Tu peux varier un peu. Mais bien sûr, forcément, l'appel à l'action est le même. Donc, par exemple, imaginons si toi, tu fais abonne-toi. Donc, c'est abonne-toi ici, abonne-toi ici. Mais par exemple, la suite, tu peux forcément un peu changer pour améliorer la chose vis-à-vis de ce que tu avais dit juste au-dessus. Et si toi aussi, tu veux savoir exactement comment ces personnes-là l'ont fait et comment ça toi aussi tu peux le faire, bah, abonne-toi dès maintenant. Ça te fait envie de perdre du temps, payez-moi 7. Ouais, par exemple, en vrai, totalement, totalement. Nous, on fait des fois, et vraiment, les abonne-toi, DM, comment on avait fait la première fois, bah, c'était avec Titouan, c'était super bien explosé. Et donc, en fait, généralement, ça dépend aussi de la data, par exemple. On fait pas avec tout le monde, tu vois, genre le follow DM, follow comment, on fait vraiment pas avec tout le monde, parce que on prend toujours la data sur, ok, qu'est-ce qui a fonctionné pour ton compte, là où il y a le plus de résonance, et du coup, en fonction, on fait l'ADS en conséquence, quoi. La valeur ajoutée au scale.
Exactement. Écoutez-le bien, écoutez-le bien. Ouais, c'est vrai. Non, ouais. C'est good? Ouais, c'est bon. OK, dernière petite question. Je veux juste savoir, souvent, parfois, ils demandent de s'abonner, mais aussi d'envoyer un DM. Ouais, c'est ce qu'on fait. Tu le proposes. En fait, ouais, il y a abonné, simple, il y a abonné DM, il y a abonné commente et il y a DM ou commente. Mais souvent, Donc ouais, tu as il y a des gens, 5. Généralement, le abonné. Alors, on avait fait aussi DM ads. Et c'est intéressant, ça c'est une insight intéressant. On avait lancé avec un client genre de DM ads. On avait des coûts par follow à 2 euros, qualifiés, et l'appel à l'action, c'est genre DM moi. Il n'y a pas d'abonné. Et pourtant, 2, 2 euros coût par follow, qualifié. Et du coup, il y avait plein de DM qui tombaient, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose à vraiment à tester. De nouveau, on revient. Teste vite. OK? Teste vite. C'est vraiment les règles. Hein. Genre, vraiment, il n'y a pas plus simple. Hein. Ouais. Comment tu fais pour tester vite avec peu de, par exemple, de budget? Ça veut dire quoi tester vite? C'est quoi le budget, par exemple? Peu de budget, ça veut dire quoi pour Là, toi? tu vois, par exemple, on est à 10 euros par jour Mhm. et on est à 10 euros par jour sur notre ad. Donc, ça fait 20 euros par jour Ouais, 20 quotidiennement. euros par jour. OK. OK. 10 euros minimum, par contre. Ouais, ouais. Donc, quoi qu'il en soit, donc, par contre, du coup, vous attendez combien de temps, par exemple, pour prendre une décision? Ben là, on a fait environ une semaine. Pourquoi? Pour avoir de la data, le temps OK. que l'IA se mette en marche. Enfin, c'est J'ai- ce qu'on m'a dit en tout cas. Ouais, je vais te dire deux choses. Une insight intéressante. Ouais, ici, donc, par exemple, on achète de la data et on réalise les changements. Pour nous, en fait, il y a deux cas de figure qu'on fait. Premier cas de figure, si on a assez de data sur le compte, on prend une décision d'ici 24-36 heures, voire 48 heures, donc extrêmement rapidement vis-à-vis du funnel. Deuxième cas de figure, on attend 3-4 jours. Ouais, 3-4 jours max. Il y a pas, enfin, généralement, enfin, avec le funnel, on a tellement testé avec tellement de clients, ça change rien en fait. Généralement, à partir du troisième, quatrième jour, généralement, la phase d'apprentissage, déjà en plus de ça, c'est 3 jours, c'est pas 7. C'est genre 3 jours. Donc à partir du troisième jour, déjà, tu sais que où il t'a fixé le méta et t'as pas besoin d'attendre plus. Quoi. Pour moi, c'est juste tu dépenses budget publicitaire dans le vent, en fait, sur le papier. OK. Moi, j'ai une dernière question un peu technique. Du coup, on a les ads bloqués avec nos clients Ouais. sur Meta. On Ouais. peut pas envoyer d'ads sur Instagram. OK. Notamment, et il y a des gens de chez Meta qui sont venus, il y a Ouais. tout est mort. Est-ce que tu as des gars, des solutions? Ouais. T'as des agences, enfin, tu connais les agences ou pas? T'as déjà pris contact avec eux? Non, mais j'ai pas envie de balancer des ads depuis un compte agence. Balancer des ads depuis son contact parce que je sais que ça va être. Je n'ai pas vraiment de solution à te donner là concrètement. La seule chose généralement dans ce cas de figure, c'est les agences ou soit tu fais un IP différent quoi. Tu fais un deuxième PC quoi. À voir. Depuis longtemps ou pas? De quoi? Depuis longtemps? En fait, elle avait essayé de lancer des ads sur Facebook, ça marche. Quand elle lance des ads sur Facebook et Insta, ça marche. Et quand elle lance Ah ouais, des c'est ads Instagram. que sur Insta, ça marche pas. T'es sûr que c'est le même compte pub? Ouais, c'est le même compte. Ouais, ouais. Super étrange ça. Ouais. Ça je peux pas te dire. Ok. Je peux pas te dire. Dernière question? Ouais, mais tu me dis si t'en parles après. Ouais, dis-moi. Différents types d'ads. Différents types d'ads, non, en fait on a terminé. Enfin les ads c'est ça quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu parles de 7 secondes ads. Ouais. Souvent. J'ai pas abordé ce sujet, mais si tu veux, je peux totalement aborder. Si ça rentre dans ce que tu veux dire, ouais, vas-y. C'était quoi la question du coup? La question, c'est genre, est-ce que tu mets exactement le même scripting pour des ads de 7 secondes ou des ads, on va dire des vidéos qui tournent, mais il Ouais. y a 2-3 textes dessus? Ouais, ça c'est super important. Et là, ça devient super intéressant. Je sais pas si je l'ai mis ici, ouais. Je vais revenir sur le funnel. En fait, ce qui est intéressant ici, et moi ce que j'adore, c'est en fait les formats. Il y a vraiment 3 types de formats, donc profil visite, même du DM ads, mais il y a aussi des story ads. On a aussi des 7 secondes ads qui sont super intéressants dans un client, genre qui performent super bien sur les 7 secondes ads. Et les stories, bah, tu vois, c'est comme une story. Donc en fait, tu vas écrire en texte déjà, première chose. Tu vas écrire en texte. Et du coup, bah, généralement, c'est pas la même structure comme on a pu voir ici. Mais par contre, donc ça va dépendre de ce que tu veux ramener. Mais par contre, l'appel à l'action, généralement, c'est la même. Donc soit c'est abonne-toi, DM-moi, commente, etc. Il n'y a pas de pattern ou le hook, c'est Enfin, ce que tu peux faire, par exemple, tout en haut de l'ADS, et moi, ce qui a super bien fonctionné, je me rappelle très bien, moi j'avais lancé genre en DM ads, c'est genre un call-out tout en haut, genre call-out, donc vraiment, par exemple, coach en ligne, avec deux emojis alarme en rouge. Donc là, ça va vraiment en pattern top, c'est-à-dire on sait. comme ça, là? Non, des emojis. Non, c'était une story. Ah, ok. Une story ads, une story ads. Du coup, j'avais posté genre, ouais, coach en ligne avec deux emojis avec une alarme en rouge et du coup le texte, le fond rouge. Donc ça fait vraiment pattern type un peu. Et juste en dessous, est-ce que toi aussi tu veux et ensuite atteindre certaines situations désirées. Donc par exemple, donc générer un certain nombre de leads qualifiés, rendez-vous qualifiés par mois. Et en bas, ce qui est important, et donc c'est juste un petit texte et un petit paragraphe, proof, donc avec un calendrier d'un client qui était entièrement rempli.
et ensuite appel à l'action à la fin. Donc généralement, c'est genre hook, une ligne dans laquelle est-ce que toi aussi tu veux ça, mais ça c'est pour les DM. Story ads, tu crées un peu plus long. Enfin, il y a tellement de formats différents, mais ce qui est important, c'est de mettre la proof, quoi. Une preuve, donc un screen de proof. Donc par exemple, imaginons si tu parles d'un certain chiffre d'affaires, un client avec un certain chiffre d'affaires, un calendrier, comme j'ai donné l'exemple d'un calendrier rempli, bah, il y a un client, calendrier rempli. Ok, et du coup, ça donne envie justement d'avoir un bon, que les gens te DM, etc. Ou te follow, par exemple, aussi, le story ads. Ok. C'est good. Magnifique. Dernière des questions sur les ads. Ouais, pour les ads, Ouais. les targeting, on en a un peu parlé dans notre rappel, mais Ouais. je conseille du coup à partir de quel budget tu les mets. Parce que je trouve que, vraiment, moi, par exemple, ce qui se trouve pour toi, c'est ça qui me fait un peu closer. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment ça. Mec, ça m'a closé tellement de cash, mec, tu te rends même pas compte. C'est pour ça, je me dis, tu vois, les petits aussi, par exemple, qui nous chauffent, qui n'en parlent pas aux parents ou quoi, ils revoient la tête du coup encore une fois, ils se disent, putain, chier et tout, et après, ils peuvent revenir en appel. Mm. Tu les conseilles de les mettre à quel moment, sur quel budget Ok, ma première question, c'est pourquoi vous augmentez pas le budget? Est-ce que vous n'êtes pas rentable avec vos pubs déjà? Si, Ok, donc la question est donc la première, c'est pourquoi vous augmentez pas le budget pub? ouais, on y allait petit à petit parce que j'avais ce truc de 7 jours, 10 jours, tu vois, dans la tête. Donc, du coup, on a testé la première as d'abord Ok. à 300. Ok. Ensuite, on a remis la deuxième qui performe beaucoup mieux que la première. Mm. Du coup, la première, on voulait l'arrêter, mais on attendait de voir la deuxième 10 jours encore une fois. Donc, en fait, c'est ça qui nous Ouais, vous êtes trop lent en fait à l'exécution pour moi. Pour moi, vous êtes juste trop lent à l'exécution. Vous pouvez déjà scaler votre budget pub. Et moi, ce que je ferais, avant que vous atteigniez même les 40-50 euros par jour, ne touchez pas les retargeting. Ça dépend, t'as combien d'abonnés? 11 000. Ok, ouais, ça change les games en vrai, ça c'est intéressant. Donc en fait, dès que tu vas arriver vers les 40, parce que moi j'adore vraiment, première chose, avoir le trafic régulier, prédictible, des leads qualifiés. Dès que ceci est atteint, je rajoute des mécanismes de conversion avec les retargeting. C'est vraiment l'ordre, hein. C'est vraiment l'ordre, ok? C'est good? Magnifique. Ok, donc juste pour maintenant, conversion. Alors là, magnifique, on a la conversion, on a tout ce qui est automatisé, on a le trafic, magnifique. Maintenant, le game, c'est la conversion. Je vous ai dit, les pubs résout un problème de trafic, pas de conversion, et c'est pour ça, il y a une grosse partie conversion. Et je vais vous parler justement de ce qu'on a mis en place en interne, qui est game changer pour nous sur la création de contenu. Et vous allez voir que ma création de contenu n'est pas faite au hasard. Et du coup, c'est ce que j'ai appelé justement IG Feedback Conversion Loop. C'est très simple, donc vous appliquez justement des mécanismes de conversion, on va voir justement dans un instant à quoi ça ressemble, mais bref, vous convertissez ces personnes en appel, ok, vous avez un appel, la personne, et maintenant ça rentre justement dans un feedback process. Donc on a une IA spécifique, etc., qui va déterminer, qui va analyser tout le call, tous les sales calls, parce qu'on revient justement sur ce qu'on avait dit, j'achète la data, ok, j'achète la data, maintenant je veux comprendre pourquoi les personnes n'ont pas close, donc pourquoi il y a un manque d'éducation sur le fond, est-ce qu'il y a un manque d'éducation sur le fondeur ou sur le produit, est-ce que c'est un manque de qualification ou est-ce qu'il y a autre chose, ok, donc on fait passer justement sur cette IA l'appel de vente, et automatiquement ça me permet de générer du contenu spécifique à quel type de contenu j'aurais dû faire pour convertir cette personne, parce que n'oubliez pas une chose, si une personne n'a pas converti, grâce au manque d'argumentaire, il y a 100 autres dans votre audience. Et à l'inverse, si vous avez signé un client grâce à un argumentaire que vous avez ciblé dans votre appel, vous pouvez signer 100 autres. Donc c'est super important de comprendre et faire un gros feedback de « Ok, magnifique, j'ai les appels, j'achète de la data, je passe par l'IA, je comprends exactement pourquoi les gens n'ont pas closé. Automatiquement, ça me met justement exactement quel type de contenu je dois poster. Et ensuite, je lance sur le CEO dashboard que je vous présentais, il est insane, et le CEO Notion Cockpit, il est insane aussi. Et on a tout centralisé, ce qui nous permet justement de développer ce type de reels, des séquences de story aussi. Les séquences de story, ça me permet justement de savoir exactement les séquences de story, et une flywheel VSL typiquement. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça spécifiquement, en particulier? Comment dire, moi, c'est sur l'agence immobilier, là, le front et tout. Ouais. Ah, tu veux le compte? Je pourrais te donner après. Je pourrais te donner après. Mais juste pour donner un indice, ça existe. Okay, ça, c'est le plus important, c'est que comprendre en fait la philosophie de comment en fait la création de contenu se passe. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ouais, je crée du contenu, ok, mais je convertis pas. Bah ok, mais est-ce que tu as regardé pourquoi tu ne closes pas? Est-ce que parce que tu achètes de la data? Tu mets de l'argent sur la table, tu as des appels et ensuite si la personne n'a pas closé, ok, bah je vais continuer à faire du contenu comme n'importe quoi. Ben non, justement, si tu n'as pas closé, c'est peut-être à cause de ton contenu. Et donc si tu continues à ne pas regarder la data de pourquoi tu n'as pas closé, bah inévitablement, bah, tu vas continuer à faire du contenu qui ne convertit pas et continuellement tu vas stagner ton activité. Okay, on revient vraiment de nouveau, c'est le premier schéma que je vous ai présenté, à la stagnation. Okay, c'est le schéma le plus fondamental que vous devez comprendre, c'est vous achetez de la data et faites en sorte justement sur toutes vos activités, ads, contenu, story, enfin tout quoi. Je vais revenir justement rapidement. Et voilà sur ça. Et maintenant, du coup, concernant les séquences de story, alors les séquences de story, c'est ce qui a été game changer. Il y a vraiment 3 grandes séquences de story pour nous qui fonctionnent. Et ce qui est intéressant, c'est que j'appelle vraiment un funnel dans un funnel parce que
Bah, les séquences de story, en fait, finalement, c'est un funnel. On a des séquences de story top au funnel, c'est-à-dire on va introduire notre mécanisme unique et du coup une nouvelle opportunité évidemment du marché. On a des séquences de story middle funnel. Dans un instant, je vais vous présenter également le planning que vous pouvez juste dupliquer, qui fonctionne. Middle funnel, donc on va expliquer un peu plus en détail, de manière un peu plus technique, sur comment ça consiste, les délivrables par exemple, de la nouvelle opportunité. Et le bottom of funnel, bah, ok, voici ma nouvelle opportunité que tu viens de voir dans la semaine, bah, voici la preuve que ça fonctionne. Et du coup, séquence de témoignage. Et généralement, séquence de témoignage, tout le monde connaît, tout le monde fait, mais ne comprennent pas pourquoi ils font. Et du coup, bah, en fait, c'est un funnel dans un funnel aussi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on traque? Ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on traque? En fait, littéralement, on traque tout. Toutes les séquences de story, on traque le DM de CTA. On traque le nombre d'appels réservés par la séquence de story. On traque littéralement le nombre de closes par une séquence de story. On calcule le taux de drop-off total de la séquence de story de vue numéro 1 à la dernière vue. Dernière chose, pourcentage de drop-off par story au plus de ça. Inévitablement, vous devez comprendre, c'est que si on traque, vous pouvez faire une seule chose avec ça. Dans 2 mois, votre meilleure séquence de story, vous pouvez juste la remettre en fait. Mais si vous ne traquez pas, vous n'utilisez pas l'effet de levier. Vous continuellement à dépenser votre temps constamment, du temps, à créer des nouvelles choses, alors qu'il y a 2 mois, il y a quelque chose qui a fonctionné, mais vous n'avez pas traqué que ça fonctionne, et du coup, vous ne réutilisez pas dans 2 mois plus tard, juste à remettre la séquence de story. Et surtout, si vous calculez le taux de drop-off par story, dans 2 mois, vous pouvez réutiliser la même story, la même séquence de story, mais vous pouvez améliorer le taux là où il y a la story, où il y a le moins de vues, où il y a un taux de drop-off le plus bas. Et en fait, là, littéralement, vous pouvez améliorer tout ça. D'ailleurs, je vais vous donner une insight. Celle-là, généralement, en fait, d'ailleurs, en termes de vues, en termes de rétention, c'est en baisse. Hein. Genre, c'est top of funnel, c'est constant, middle funnel, un peu moins, et bottom funnel, ok. Mais là où il y a le plus de conversion, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais vous donner une insight, par exemple, sur la séquence de story, celle-ci, sur les témoignages. Donc, j'avais posté 1, 2, 3, 4, 5, enfin, plusieurs. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec des patterns, c'est que généralement, à partir de la 3e, il y a un taux de drop-off extrêmement bas, moins 10% instant. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, taux de drop-off extrêmement bas. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? 1, 2, 3, CTA. Okay, parce que je sais que c'est à ce moment-là, en fait, les gens ils sont le plus retenus. Et ensuite, je continue l'appel, de nouveau des témoignages. Okay, et je n'aurais jamais optimisé ça si seulement j'aurais pas traqué. Okay, tout ce qui est traquable est améliorable. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout le monde parle, OK, je dois traquer les ads, OK, je dois traquer le setting, OK, je dois traquer le closing. Mais tu fais du contenu, donc traque le contenu. Tu fais les stories. En fait, c'est un IG funnel. C'est traquer tous les départements du funnel Instagram. D'accord? Extrêmement important. Et du coup, un planning qui fonctionne super bien. Donc, un truc super simple. Je vais vous expliquer du coup le mindset derrière. Donc, comme je vous ai dit, genre, on a une IA justement qui me permet justement de déployer très rapidement. Les lundis, généralement, les lundis, je vais vous dire pourquoi ça fonctionne bien. Lorsque vous partagez de la preuve sociale. En fait, généralement, les lundis, c'est les gens, ils se réveillent et ils se disent putain, c'est de la merde, ma vie, c'est de la merde. Et par contre, du coup, partager les gens qui réussissent. En fait, les gens qui réussissent, ils vont se dire bon, bah, en fait, c'est possible, quoi. Et donc, vraiment, donc, on commence avec. Bah, comme j'ai expliqué, les gens, en fait, se réveillent par le travail ou même par le business. En fait, il y a tellement de choses, ils se disent putain, ma vie, c'est de la merde, en fait, j'ai tellement de problèmes, en fait. Exactement. Voilà, l'école, il y a le travail, il y a les enfants. Et là, en fait, et du coup, ils regardent les stories et ils se disent, mais putain, en fait, il y a des gens qui vivent ma vie que je veux, quoi. Et moi, je suis là, triste, malheureux, pas encore atteint ma situation désirée. Vas-y, je vais le contacter. OK, closer. 5K painful. OK. Deuxième chose, et ensuite, donc, on remonte donc, dans le funnel. Donc, on commence vraiment par le plus bas, c'est vraiment montrer que il y a des gens qui vivent la vie que tu veux, donc passe à l'action. Et ensuite, on remonte dans le funnel, en fait, top au funnel au milieu. Pourquoi? Parce que généralement, c'est là en fait où il y aura moins de conversion, mais c'est là où il y a la rétention la plus élevée. Et les gens ne passent pas vraiment à l'action au milieu. Mais du coup, en fait, là, l'objectif, c'est de remonter pour préparer également du coup, le cycle, quoi, en fait, vous voyez. Et du coup, là, on prépare justement cette nouvelle opportunité que vous pouvez déployer. Vous faites une séquence de story, vous voyez que je présente du coup cette nouvelle opportunité. Et ensuite, vendredi, samedi, peu importe en vrai. C'est juste que vous préparez pour lundi, en fait, toujours. Et ensuite, samedi, séquence de story séquence de story middle funnel dans laquelle là, c'est partager de manière concrète les systèmes en interne, genre j'ai partagé mes KPI, etc. en interne, de la chose, de concrètement comment ça se présente vis-à-vis de la nouvelle opportunité que j'ai présentée. Okay, donc je présente de manière généraliste la nouvelle opportunité, je montre de manière technique l'intérieur de la nouvelle opportunité et ensuite je back up par de la proof à cette nouvelle opportunité. Okay. Et, tout ça, c'est automatique? Non, ça c'est moi qui fais. Non, c'est moi qui fais. Mais en fait, lorsque j'ai dit l'IA, c'est que ça me met dans les scripts, quoi. Mais par contre, c'est moi qui dois tout faire, par exemple. Ouais, les scripts, ouais.
Pas tout, hein, bien sûr. Genre, moi, mon IA, elle a 80, genre 70, on va dire. 70% genre qui me fait copier-coller, quoi. Et ensuite, les 30% restants, c'est moi qui modifie ou qui rajoute des choses parce que je vais compléter sur certains points qu'elle ne peut pas aller en plus en profondeur, par exemple. Et la data de. Attends, tu peux remettre juste avant. Ouais. Cette data-là, là, ça c'est automatisé aussi. Ça, Les stories. euh, La data des stories. donc le tracking des stories. Ouais. Ça, ce que tu fais, c'est que genre, tu fais juste les screens. 24 heures après, tu vas dans les archives. 24 heures après, tu vas dans les stories. Et ensuite, tu vois le nombre de vues. Ah ouais, sur un Et tu cliques, tu screens, et tu mets tout dans l'IA. Tu dis, calcule-moi le taux de drop-off instant. Est-ce que tu traques que ça ou tu traques aussi par exemple les photos que tu mets? Est-ce que ça a un impact sur la rétention de gens, etc. Concernant les photos, non, pas encore. En fait, moi, ce que je me focalise, et de manière très simple, c'est comment la séquence de story, de manière générale, quel est le sujet, en fait, quelle est l'angle marketing que j'ai utilisé, est-ce que ça fonctionne? Parce que fondamentalement, c'est pas la photo qui va convertir, c'est l'angle, en fait, que j'utilise. Donc, tu vois, c'est juste, en fait, j'essaie pas de complexifier, j'essaie de simplifier, pardon. De nouveau, on revient, il y a il y a une partie sur la simplicité qui est importante, mais good. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur la séquence de story? Ouais, dis-moi. Du coup, le mardi, le jeudi, le vendredi, le dimanche. C'est quoi qui fait Ça dépend. Moi, typiquement, je fais pas grand-chose parce que j'essaie vraiment de bien structurer tout ça. Par contre, en B2C, généralement, tu peux combler en fait ça. D'ailleurs, un petit trick, ce que vous pouvez faire et ce que je conseille toujours, c'est que lorsque vous postez des reels, ne repostez pas en fait en story. Repostez 24 heures après. Pourquoi? En fait, vous augmentez le volume de vues. C'est-à-dire, concrètement, imaginons, vous postez le reels, ok, vous postez le reels, et du coup, il y a un certain nombre de personnes qui vont voir, pas tout le temps, pas toute l'audience. 24 heures après, vous repostez en story, et en fait, il y a des nouvelles personnes justement qui ont vu. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez doublé le volume de vues sur vous et votre tête et votre offre. Donc, en fait, c'est juste ça. En fait, c'est juste une question de combien de volume vous avez, combien de vues les personnes voient votre tête et votre offre quotidiennement. Et donc, le fait de poster le Reels, par exemple, le lundi, et vous repostez le Reels le mardi, ça veut dire que vous avez double vue sur vous et votre tête. Et donc, plus de top of mind, etc. D'accord? Non, mais c'est technique. Hein. C'est Instagram, c'est technique. C'est pas juste. L'objectif, c'est vraiment de ramener le plus de volume sur toi et ta tête. Okay, plus t'en as que ton concurrent, plus tu vas closer ses clients. Quoi. Ok, avant de passer sur la simplicité, est-ce qu'il y a une toute dernière question sur la conversion de manière générale? On a parlé de contenu, automatisation, il y a les séquences de story, c'est un peu les deux grosses parties. Mais est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. On va passer sur la simplicité. C'est game changer, ok? J'avais fait un appel one-to-one avec un client et tu vois, il chiffre bien et tout, c'était super. Et ensuite, il me disait à un moment, ah mais non, mais j'ai besoin d'avoir cette app, cette application, ceci, parce que, genre, pour développer l'activité. La réalité de la chose, c'est que généralement, non. C'est qu'on essaye vraiment de s'éloigner de ce qui fonctionne parce qu'en fait, on se dit, OK, ça devient chiant, quoi. Parce que c'est trop monotone, c'est toujours la même chose, ça marche trop bien, c'est trop monotone, du coup, il faut que je change. Et généralement, ce qui fait détruire un business, c'est pas le système, c'est généralement le founder, en fait, qui détruit le business. OK? Parce qu'il complexifie plus qu'autre chose. Et n'oubliez pas une chose, c'est que c'est pas une question de complexité pour vous, mais c'est une complexité pour votre équipe, en fait. Genre, plus vous allez rendre les choses compliquées, plus votre équipe, littéralement, ne va pas appliquer. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous optimisez jamais pour le temps, mais votre énergie. Et donc, si vous demandez, par exemple, à votre équipe genre, de faire des choses spécifiques dans lesquelles il y a tellement de trucs, 1, 2, 3, 4, 5, ça devient complexe, avec des systèmes, des process, des applications, en fait, sa jauge d'énergie pour réaliser la tâche qu'il devait faire, et en fait, elle diminue. Et donc, lorsqu'il va réaliser la tâche, en fait, il participe à réalisation de la tâche à 60%. Alors que si on rendait les choses simples, en fait, il est à 80-90%, il voit le process, ok, magnifique, c'est clair, c'est net, j'ai pas besoin de choses, bim, j'exécute à 90%. Et fine, voilà, sur les prochains mois, en fait, vous allez scaler votre activité sans plus de complexité. Du coup, je lui avais dit quoi lors du call? C'était le business peut être simple, le vrai problème, c'est que tu refuses de le rendre simple. Cette phrase-là, genre, je vous garantis que c'est moi-même, j'étais victime de ça. Les clients, généralement, c'est toujours une restructuration de est-ce que tu pourrais pas faire plus simple? Je suis en call et je leur dis, ouais, mais je sais pas, est-ce que tu peux pas faire plus simple? Et la réponse, généralement, c'est oui. Parce qu'on aime toujours complexifier, on aime le chaos, en fait. En entrepreneur, il aime bien le chaos. Et donc, on aime toujours ça. Tu veux dire? Et plus simple par rapport à quoi? Au process? En fait, tout, en fait, de manière générale, de comment tu construis le business, de la structuration interne, de la vision du business et tout, en fait, de manière générale. Je vais donner un exemple. Attends, je sais pas si j'ai des. Mais ouais, ah oui, d'ailleurs, juste pour terminer sur ça, en fait, prendre un exemple, genre sur l'axe X, on va dire le temps en termes de mois, années, peu importe, et en termes de Y, le niveau de complexité. Généralement, ce qui se passe, c'est au tout début de votre activité, c'est simple parce que vous connaissez pas beaucoup d'applications, et du coup, vous faites les choses simples. On vous dit de prospecter, vous prospectez, vous créez du contenu, extrêmement simpliste.
Et plus vous avancez dans le temps, plus vous dites ah mais non, en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et plus vous gagnez en maturité entrepreneuriale, plus vous vous rendez compte qu'en fait, c'est la simplicité qui règne surtout, quoi. Et vous revenez sur les fondations. Et c'est toujours, il y a les ads, il y a les conversions, et en fait, généralement, la complexité redescend vers la simplicité toujours. Parce que surtout, voilà, si vous voulez atteindre un certain chiffre d'affaires, complexité va plus ramer en fait votre équipe qu'autre chose, quoi. Ok. Et du coup, voilà, pour vous aider à simplifier le business, moi, typiquement, moi, en call consulting one-to-one, ce que je fais, la première question que je pose, OK, c'est quoi la contrainte de ton activité? Est-ce que c'est acquisition, conversion, délivrable? Il y a aussi l'opérationnel, mais j'explique pas avant 50 000, généralement, t'as pas par mois, il n'y a pas beaucoup d'opérationnel, mais voilà, c'est quoi ta contrainte du moment? Est-ce que c'est acquisition, conversion, délivrable? Ok. Déjà, là, ça simplifie le niveau d'explication. Et ensuite, il me dit, OK, c'est conversion. OK, magnifique. Maintenant, on peut aller dans les KPI de la conversion parce qu'on est uniquement focus sur la conversion. D'accord? Et du coup, on peut regarder les KPI de la conversion. Et des fois, généralement, ce qui m'arrive, c'est qu'il n'y a pas des problèmes de KPI de conversion. Il y a un problème soit de ads ou de conversion. Et après, délivrable, c'est généralement en termes de structurel. En fait, lorsque tu scales, il y a généralement toujours un problème de structurel de délivrer, quoi. OK? Est-ce que donc, dans la partie acquisition, qu'est-ce qu'il y a exactement? Dans la partie conversion, qu'est-ce qu'il y Ouais. a dans la partie... Juste un petit schéma, tu sais, de pensée. Ouais, bien sûr. Acquisition, c'est très simple. C'est généralement, bon, nous, on est là pour les pubs. OK, extrêmement simple. Donc, nous, c'est pub. Ici, c'est tout ce qui est contenu, séquence de story. Et après, il y a aussi le setting et closing. Mais qu'est-ce que tu entends par conversion? C'est de vendre, quoi. Ouais, c'est le côté vente. Genre, OK, tu as le trafic. Comment tu convertis ce trafic? Donc, tu as le trafic, c'est, comme j'ai dit, on est pour les ads. Donc, on va généralement juste mettre les scripts des ads, le tracking des ads ici. Alors, nous, on a un tracking sheet. Donc, en fait, on a un all-in-one. Donc, en fait, on le met ici, tu vois, donc vraiment pour tout. Mais là, c'est généralement juste les scripts, etc. Très simple. Ici, on a genre, voilà, le contenu, les séquences de story, c'est là où je mets par exemple les séquences de story pour analyser par la suite et pour revenir dans le tableau. Et du coup, je mets ici le contenu et les séquences de story typiquement. Donc avec le montage vidéo, les lead magnets, etc. Je mets tout ici typiquement. Donc vraiment, qu'est-ce qui va aider à alimenter la conversion? Et les délivrables, bon, les process, hein, formulaire d'onboarding, tu vois, les Google Forms. Voilà, nous, on a un rapport hebdomadaire dans lequel on envoie toutes les semaines pour traquer leur activité, etc. Mensuellement, on calcule le NPS sur 6 mois, etc. Bref, tout est structuré chez nous. Et voilà, donc ça, c'est concernant les délivrables. Dans tout, t'as de la... Non, non, comme j'ai expliqué, en fait, excellent, excellente transition. Parce que du coup, nous, en fait, on a tout, quoi. En fait, on a un CEO dashboard. En fait, il y a toute l'équipe, on traque tout, en fait, à l'intérieur. En fait, on se fait pas chier avec 4. Au début, genre, on avait 1, 2, 3, 4 tracking sheets qu'on donnait à nos clients, genre très bien processisés. Mais en fait, de nouveau, c'est simplicité, en fait. Genre, et je me suis dit quoi? Bah, en fait, au lieu que mes clients, et même nous, en fait, en interne, au lieu d'ouvrir 4 tracking sheets pour traquer ads, setting, closing, closing du setter, closer, pardon, bah, en fait, tout fucking mettre dans un, dans un Google Sheet. Il y a juste des onglets, plein d'onglets. Il y a le EOD, on peut traquer les EOD de chaque setter, chaque closer, les séquences de story. D'ailleurs, ici, on peut voir IG funnel, VC Top funnel. En fait, on a littéralement tout, quoi. La création de contenu, ici, on peut voir ici la création de contenu. On a tout mis dans un seul endroit. Donc ça, c'est concernant la data. Ça, c'est comme un vrai CEO dashboard. Et là, c'est un CEO Notion dans lequel là, c'est centralisation de l'équipe, formation, responsabilisation. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà un peu à quoi ça ressemble. Genre vraiment, tout est processé dans lequel lorsque les gens ils viennent vers nous. Et c'est ça en fait Upscale, c'est que nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment que les gens ils viennent vers nous, ils n'ont pas besoin de réfléchir, quoi. Et je vais présenter dans un instant également le process d'onboarding. Vous allez voir que mon mindset, vous allez voir ma vision sur les délivrables, parce que je pense que c'est là où la partie la plus importante qui nous a vraiment énormément différencié beaucoup de personnes. C'est que avoir vraiment cet état d'esprit de que les gens ne fassent rien en fait, et que même s'ils n'ont pas vraiment les plus intelligents du monde, qu'ils puissent quand même en fait suivre ce qu'on fait, comment appliquer les choses de manière extrêmement centralisée. Et du coup, bah voilà, en fait, genre ils vont se dire, oh, mais comment je recrute un setter? Bah ok, bah en fait il y a toute la formation, plus du coup comment manager. Juste en dessous ici, hein, il y avait vraiment comment faire tes appels hebdomadaires avec ta sales team, comment faire tes appels hebdomadaires avec ton équipe délivrable, comment faire tes appels mensuels avec toute ton équipe, comment faire des appels trimestriels. En fait, on a littéralement tout processisé pour rendre les choses le plus simples que possible, dans lesquelles tu n'as pas besoin de réfléchir sur exactement comment exécuter, parce qu'on a littéralement tout processé dans un seul Notion, et ensuite le tracking des data comme un vrai SEO dans un seul Google Sheet. Du coup, vous avez juste ces deux logiciels-là. Juste deux. Donc, du coup, Notion, c'est des process, et après des... Ça, c'est KPI. Process KPI. Data KPI, exact. C'est tout. Ça fait plaisir ou pas? J'imagine que vous avez beaucoup... et c'est ça qui vous bloque en fait aujourd'hui. Sincèrement, fondamentalement, c'est ça qui vous bloque parce que vous essayez de faire tout dans tous les sens, etc., avant leur mettre trop de choses. Nous, ce qui nous a permis de scaler, et ce qui nous a permis de scaler également nos clients aujourd'hui, c'est la simplicité. C'est rendre les choses les plus simples. Genre d'ailleurs, ça, c'est les séquences de story, etc. On peut voir même les drop-offs, genre je mets en rouge, etc. Ça, c'est le Notion.
Il y a tout, quoi. Par jour, genre tu fais le matin ou le soir, généralement. Enfin, si tu as une équipe, parce que ça dépend, tu vois. Typiquement, moi, ce que je fais, c'est genre juste 5 minutes, 10 minutes, quoi. En fait, moi, je complète juste les résultats du ID funnel, quoi, par exemple. Ou du typeform funnel, par exemple. Et après, mon équipe, genre, il y a le setter, closer qui complète, et ensuite, on a un tracking vis-à-vis des délivrables, etc. C'est pas moi qui complète, par exemple. Tu vois, après, c'est ton équipe qui prend le relais sur tout, en fait, derrière. Typiquement, moi, j'ai Shona, justement, j'ai une assistante personnelle, et qui complète justement mes séquences de story, par exemple. Donc, c'est elle qui met toutes les séquences de story, elle met le drop-off, elle calcule tout. Concernant la création de contenu, pareil, genre, elle prend le relais sur ça. Voilà, je fais juste la funnel, vraiment. Et ça peut pas s'automatiser. Sur le Google Sheet, j'ai pas envie de m'intéresser à ça pour aujourd'hui. Vraiment, déjà là, c'est tout récent ce qu'on a mis en place. Enfin, tout récent, en vrai, ça fait déjà 1 mois et demi, je pense, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, j'essaie pas de m'intéresser à ça, sur l'automatisation et tout. Surtout, ce qui est intéressant vis-à-vis pour l'équipe et tout, donc je vais revenir ici très rapidement. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que généralement, lorsque c'est automatisé, c'est oublié. Ok. Et du coup, si votre équipe complète quotidiennement, en fait, généralement, déjà, de un, il y a une certaine responsabilisation de compléter vu que les autres complètent. Donc, voilà, tout l'environnement fait que tu complètes. Et deuxième chose, bah, en fait, si tu complètes et que c'est en rouge ou des choses comme ça, bah, tu te dis merde, en fait, le prochain call hebdomadaire que je ferai avec l'équipe, tu veux dire, faut que je remette le niveau, par exemple, à la barre. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse pas à l'automatisation parce qu'en vrai, il se pourrait qu'on pourrait, mais, mais voilà, c'est une question de responsabilisation de l'équipe et derrière, bah, est-ce que les gens ils voient en fait leurs résultats derrière, quoi. Est-ce qu'ils se disent est-ce que je suis fort ou est-ce que je suis mauvais, quoi. Et les mauvais généralement bah, ils vont mettre la barre plus haute pour s'améliorer, quoi. Mais si c'est automatisé, les gens ils oublient, quoi. Ils se connectent plus, quoi, en fait. Généralement c'est ça le problème. Ok. Et du coup la formule du scale, la formule upscale. Donc c'est simple, on met vitesse d'exécution la plus rapide que possible, on rajoute énormément de simplicité, on augmente le volume comme pas possible dans un délai de temps indéfini et ensuite on se focalise sur la contrainte à éliminer et ensuite c'est du scale. C'est simple, quoi. OK? Mais il y a vraiment cette section simplicité qui est généralement oubliée. Il y a le vitesse, il y a le volume, il y a la contrainte, tout le monde connaît. Et ensuite, il y a la simplicité que généralement les gens oublient, alors que des fois, tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de moins, quoi. OK, est-ce que vous avez des questions sur cette section simplicité? Après, on va passer justement sur la dernière partie, la LTV onboarding, qui est un gros, gros morceau. Et surtout, je vais vous partager ma vision sur les délivrables, qui sera, j'espère, intéressante pour vous. Est-ce qu'on aura le slide ou pas? Je verrai. Je verrai. Je verrai si t'es gentil. Je rigole. Je verrai. OK, donc pas de questions du coup? OK. OK, donc concernant la vision, moi la vision, depuis le début, c'était simple et cette projection, m'a permis de constamment améliorer onboarding, downboarding. Je pense qu'on avait des onboarding à chaque fois différents, genre tous les trimestres, à chaque fois un onboarding généralement légèrement différent, où en fait on améliore le process vis-à-vis des feedbacks, etc. Mais pourquoi? Parce que ma philosophie, elle est simple, c'est que la LTV ne se joue pas à la fin du programme, elle se joue dans les 10 premiers jours. Moi, ma philosophie, c'est que en 10 jours de l'accompagnement, soit la personne, elle sait qu'elle va continuer, et je vais vous donner un exemple concret, hein, genre, ça va être incroyable, soit la personne, elle sait qu'elle va déjà continuer avec vous, ou soit il die. Soit il meurt, et ça, enfin, mon mindset, c'est simple, c'est que peu importe les résultats que tu vas lui apporter à la fin de l'accompagnement, si dans les 10 jours, il n'a pas obtenu une expérience exceptionnelle, je suis out, en fait. Je suis out parce que c'est la première expérience qui compte, en fait. Et peu importe les résultats que tu m'as apportés, j'ai out. Et j'avais même moi-même vécu cette expérience dans laquelle voilà, j'ai pris un gros mastermind, j'ai pris un gros ticket. Pour m'ajouter dans le school, ça a pris 12 heures. Est-ce que c'est une bonne expérience vis-à-vis de ce que je... Non. Je sais que je ne recommande pas et je suis pas upsell. Et peu importe les résultats à la fin, en fait. C'est ça le game, en fait. Et du coup, juste pour vous donner de manière très concrète, on avait Alex. Lui, c'était incroyable. Notre philosophie, elle est simple. Genre, nous, chez Upscale, on partage la vision que nous, on veut être vraiment l'hôtel 6 étoiles de l'accompagnement en ligne sur le marché francophone. On le fait extrêmement bien. On peut voir Alex en 10 jours d'accompagnement. Il nous a donné une recommandation client en 15 jours. On a juste implémenté les quelques petits process. Il n'a même pas obtenu des résultats. Il nous a directement recommandé client parce qu'en fait, il avait déjà pris un autre accompagnement dans lequel extrêmement lent exécuté, etc. Chez nous, on a tout exécuté. Et je vais vous donner un exemple, genre tout le process d'onboarding qui a permis justement la recommandation. Et en 15 jours, on nous a donné une recommandation client pif. Genre juste si ça, c'est pas une preuve à quel point cette phrase-là, elle est véridique, bah je sais pas quoi, comment vous le prouvez, quoi. Et du coup, concernant le process 6 étoiles pour voilà, hôtel 6 étoiles d'accompagnement upscale,
et parce qu'il y a également 6 quick wins qu'on met en place. Je pense que vous connaissez les quick wins. C'est vraiment le moyen le plus rapide de, enfin en tout cas, c'est le moyen de réduire les remords d'achat que la personne achète pour améliorer l'expérience client et du coup pour la personne continue. On a un process, je ne vais pas tout détailler, mais première quick win qui est importante à comprendre. Donc on a tous les process ici, mais prenons un exemple ici. Donc la première quick win, c'est lorsque le closer donc il close, il l'intègre, il lui envoie une vidéo détaillée sur exactement comment doit se passer l'onboarding, quels sont les vraiment de manière extrêmement détaillée. Ok, tu cliques ici, tu cliques ici, tu cliques ici et tu regardes ici. C'est vraiment très en mode même si tu n'es pas le plus intelligent, tu sauras exactement faire l'onboarding. C'est ça la philosophie. Et du coup, donc avec toutes les étapes, il l'intègre sur School, parce que moi j'ai une mauvaise expérience là-dessus, donc il l'intègre sur School, sur les terrains, sur le moment. Et du coup, chaque personne de l'équipe envoie un message de bienvenue, plus présentation, et let's fucking skate. Donc dès l'intégration, il reçoit tous les messages de toute l'équipe dans lesquels il a fait le boom on va faire. Si ça, c'est pas déjà premier pilier de structuration du quick win, ok. Deuxième chose, bah forcément, vu qu'il a les accès de manière exactement quoi faire, comment faire, bah en fait, vu qu'on a déjà processé, on a déjà ce qu'il est tellement de clients, on a processé en interne sur exactement, ok, si tu es dans cette situation, ok, tu dois faire ça, ce cheminement de manière très précisée ici, donc c'est la warm-up que j'ai appelée, et de manière extrêmement détaillée les prochaines étapes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on peut voir, j'ai mis littéralement des screens du school sur clique ici, en fait. Je dis pas, ok, maintenant tu vas réserver sur le lien en dessous. Non, c'est mauvais. Parce que la personne, elle ne sait pas c'est quoi le lien en dessous. Non, je prends le screen et je lui dis, clique ici, sur ce lien, je mets en rouge et je souligne. Okay, c'est extrêmement important, justement, que ce soit vraiment très fluide pour lui, pour qu'il n'a même pas besoin de réfléchir. C'est comme un date avec une meuf, elle n'a pas besoin de réfléchir. Genre, si elle réfléchit, c'est dead. C'est pareil ici, c'est que, voilà, c'est à la LTV, quoi. C'est à la LTV, c'est pas une meuf, mais c'est un client, quoi. Donc là, c'est la warm-up, voilà, en fait, genre littéralement, vous voyez tous les process, on souligne, tu complètes ceci, tu cliques ici, ici, enfin, tout est processé ici. Et la deuxième quick win, bah, c'est réserver le call en un à un avec moi, extrêmement rapide, dans lequel on fait deux choses, stratégie d'acquisition et stratégie de structure. Donc vraiment, on restructure tout en une heure, en un à un avec moi. Quick win numéro 3, il y a le premier changement qui est effectué vis-à-vis de l'offre. Okay, parce qu'on structure vis-à-vis de l'offre et vous voyez ce que je vous ai présenté, c'est exactement la première vidéo de module qui est game changer pour la grande majorité des clients. Ensuite, quick win numéro 4, il passe du coup en call avec moi. Okay, il est délivré sur 24-48 heures. Il est ici avec moi. Optimisation de l'offre, optimisation de compte, script ads, prochaine étape. Ensuite, quick win numéro 2, appel de compte avec un consultant setting dans lequel il délivre littéralement tout le script de setting de manière extrêmement personnalisée vis-à-vis de lui. Ok, en one-to-one pendant une heure. Et troisième, justement, dans lequel c'est délivré. Alors, c'est appel de closing et également le quick wash qu'on a appelé récemment vis-à-vis des modifications, etc., dans lequel c'est optimisation de la LTV, back-end, closing, quick wash making. Donc, vraiment, OK, c'est quoi ta structure actuellement dans laquelle on peut rechercher du cash? OK, c'est vraiment cet appel-là dans lequel, des fois, les gens, ils terminent cet appel, ils ont 2K cash, quoi, instant. Parce qu'on sait où trouver l'argent, quoi. Amélioration de la structure interne, donc potentiellement les recrutements, management, closer. Ici, c'est intégration de l'IA, recrutement, management, setter aussi. Bref, tout ça, délivré en moins de 7 jours, lancement des ads, 14 premiers jours, déjà les premiers résultats qui arrivent. C'est brutal, mais pas n'importe comment. C'est pas genre c'est brutal, on délivre tout, dans lesquels les gens ils savent pas quoi faire. Non, non, c'est on coupe le bruit, on installe de la clarté et chaque client sait exactement quoi faire étape par étape. Enfin, vraiment, sincèrement, genre nos clients, ils rejoignent chez nous, s'ils réfléchissent, c'est qu'ils se complexifient trop la vie. Genre, l'onboarding, on l'a refait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 7 fois, 8 fois. Aujourd'hui, on a ça. C'est le truc le plus... Tu réfléchis pas, quoi. En fait, c'est vraiment ça le plus important dans l'onboarding, c'est que la personne n'a pas besoin de réfléchir et surtout que tout soit délivré extrêmement rapidement pour le lancement rapide. On avait un client, il avait rejoint un autre accompagnement. Le lancement, c'était en 60 jours, il devait attendre pour un lancement des premières pubs. 60 jours. Moi, je quitte l'accompagnement, quoi. 60 jours pour démarrer la promesse que tu m'avais dit. Ici, c'est 7 jours. 7 jours. 1, 2, 3. Okay? 7 jours pour terminer. 7 jours, ouais. C'est sous 7 jours. La personne, elle rentre, en 7 jours, tu as tout. Tu as tout lancé. Et vous faites quoi? Vous faites le jour 1, tu dois faire ça aujourd'hui Non, il n'y a pas de jour. C'est en fait, on fonctionne par Calendly. Et généralement, en fait, on le dit genre sous 24-48 heures max. En fait, tu boucles le call, quoi. Pour avancer rapidement et donc délivrer sous 7 jours la promesse, quoi. Enfin, c'est pas une promesse, c'est le standard qu'on se met, tout simplement. Combien de temps il peut avoir des... Mec, on a des clients, comme je t'ai dit, ici déjà. Première quick win ici. Et deuxième ici. Deuxième, c'est genre en gros entre 7 et 14. Ils ont déjà des premiers résultats. Et les résultats ne veulent pas dire un client signé. Ça, c'est une mauvaise compréhension des résultats. Un résultat, c'est quoi? C'est un changement dans l'activité de la personne. Donc, un changement, c'est quoi? Il y a du trafic déjà. OK? Et donc,
ça, c'est de nouveau une victoire que, OK, il y a du changement en fait qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai investi, parce que je veux du changement dans mon activité. Et, euh, et donc voilà, c'est pas une question de voilà, si la personne elle a signé ou pas un client. Il y a des gens qui signent très rapidement les clients, et il y a des clients, justement, bim, magnifique, trop bien, j'ai du trafic maintenant, let's go convertir maintenant. OK? Je sais pas si. Ouais. Tous tes process, toi, tu les mets sur Miro. C'est des loups un peu. Ok. Parce que j'avais vu des Miro. Où ça? Ah ouais, bah oui, mais oui, ouais, en fait, totalement, mais tout est centralisé ici. C'est-à-dire, il y a tous les liens ici. Donc vraiment, cette centralisation, elle se retrouve ici. Après, bien sûr, bah, tu peux utiliser des applications comme Miro pour avoir un peu plus de... Moi, je suis quelqu'un de très visuel, je pense que vous voyez. Je suis quelqu'un de très visuel, il n'y a que des schémas, etc. J'adore ça parce que j'arrive à mieux comprendre. Donc, moi, je délivre de la manière que ce soit visuel. Et du coup, tous les liens se retrouvent ici. Donc, par exemple, le lien de l'onboarding, il se trouve dans Playbook Coach, par exemple. Playbook Coach, c'est là où il y a tous les consultants à l'intérieur. Et en fait, ils ont accès justement à l'onboarding et ils savent exactement comment délivrer l'onboarding de manière extrêmement détaillée. Et à l'intérieur même, ah non, parce que c'est pas ça par contre, ça c'est la warm-up des clients. Donc on a encore, enfin on a d'autres process pour en interne, genre comment délivrer, etc. Enfin, mais quoi qu'il en soit, genre pour répondre à ta question de manière extrêmement simple, tout est centralisé ici. Même si on utilise plein d'applications, on centralise vers un seul endroit, parce que sinon tu as une application, deux applications, trois applications. L'objectif c'est de centraliser et de ramener de la simplicité. J'ai l'impression que tout est processé. Bah écoute, je pense que pour atteindre un certain niveau, je pense que c'est inévitable, hein. Et si on n'y pense pas à ça, c'est impossible hein, de scaler. C'est good? Une chose, ça fait 9 mois, le gars il est freelance, il fait pas 1 euro, il est en Thaïlande. Je suis en mode, mais. Il a combien de côté? Ouais, voilà, je pense que c'est ça le Ouais, c'est vrai qu'on a carrément. S'il a 15 cas de côté et il te dit mais j'en ai besoin. Tu te rappelles ou pas le gars là, qu'on a closé au final alors qu'il avait rien, il devait nourrir sa famille, je sais pas quoi. Il est à Bali. Il a totalement, ouais. Et Bali on l'a closé alors qu'il avait pas d'argent, tout simplement parce que je lui ai dit bah qu'est-ce que tu risques si tu continues à ne plus avoir de l'argent et ne pas investir sur toi? Bah, t'auras pas fait ce choix-là en fait d'investir sur toi. C'est ce que j'essaye d'amener, mais il faut croire que je ne le fais pas assez bien. Ou du moins, ouais, je sais pas, ou alors. Ouais. C'est important en fait la manière dont tu poses les questions. Genre la manière dont tu vas poser les questions, c'est en fait également le reflet des réponses que tu vas obtenir. Quoi. Plus tu es bon à poser des bonnes questions, plus tu auras des meilleures réponses. Et donc le reframe également un peu de cette manière-là, dans lequel tu reframes le mindset de la personne, de avoir en fait avec un œil différent au niveau du closing. Ouais. Ah ouais, j'avoue que en fait, c'est important pour moi d'investir maintenant. Et je peux plus être dans la sécurité. Justement, je sais pas. Il y a d'autres choses où... En vrai, non, parce que sinon après ça, je commence à standardiser pas mal de choses. Nice. Mais en fait, en vrai, je pense aussi, avec un peu de recul, pourquoi en fait, genre, je bloque sur le recrutement, parce qu'il y a des points un peu super sensibles, confidentiels, je vois. Ouais, je vois. Parce que si tu recrutes le mec, du coup, je vais lui partager toute la data précédente. Bah, certains clients, du coup, tu vois, à chaque fois, qu'on fait un nouveau lancement, bah, on a du coup un peu le chiffre sur ce qu'on a fait précédemment, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je pense que c'est ça le truc, c'est recruter un mec, mais qui va venir, c'est pas juste en mode pour regarder du coup les azuleuses et après il se barre, tu vois. Et je pense que c'est ça le truc. En fait, la personne elle a besoin de prouver en fait qu'elle vaut justement la data que tu vas lui partager. Et que c'est une personne de confiance, elle est compétente, et que tu sais que ce sera long terme. Et ça, c'est vraiment une phase de test que tu fais. Même nous, lorsqu'on intègre nos setters, closer, etc., mais nous, on a un tracking sheet, justement, je vais présenter à la fin, on a un tracking sheet qui regroupe tous les datas de tout notre business, toute notre activité. Donc tout le monde a accès à tout. Mais lorsque c'est un nouveau setter, il n'a rien accès. Il a juste accès à son propre truc, genre c'est une seule feuille et c'est tout. Et dès qu'il fait ses preuves dans lesquelles, ok, c'est validé et confirmé, donc nous, c'est pour le setter, par exemple, 2 semaines, magnifique, on t'intègre sur le truc parce que tu es fiable et on sait qu'on va travailler sur le long terme, il y a une bonne ambiance, tu performes bien, let's go quoi. Donc je pense que c'est ça que tu devrais beaucoup plus faire. Avoir ce mindset de ne pas te donner tout d'un coup, parce qu'il faut surtout les clients. Donc ouais, non mais c'est entièrement pertinent. Et en vrai, c'est pas ça ce qui me bloque, mais c'était juste la partie confiance. C'est ça. Ouais. Non, la confiance, je pense que tu la délayes alors avec la data pour moi. Ouais. Pour moi, tu la délayes à 100%, l'écarter au maximum au début, c'est que prouve-moi que tu en vaux justement. Tous les jours. Ouais. Tous les jours. C'est bon? Ouais, merci. Du coup, le Advance for You, je tourne environ 6, 8, 9 clients. Et moi, c'est vraiment acquisition où je fais contenu LinkedIn, contenu YouTube un peu style Bug7, un peu aussi de plateforme Malte, des fois il y a quand même des leads qualifiés, et un peu réseau. Et du coup, il y a, on va dire, 4 sources d'acquisition, mais tous en fait, elles sont
trop lente. En fait, j'ai vraiment moi, c'est dès le début, j'ai trop peu d'appels de closing. Donc vraiment un manque de volume là-dessus. Et après, une deuxième chose ce qui est idéal, c'est d'avoir des prospects vraiment qualifiés, du coup des e-commerce qui sont assez gros pour qu'on puisse leur apporter assez de résultats. Et il y en a en fait, ils sont juste trop petits, peu importe le budget, ça vaut pas le coup d'investir plus high ticket. Donc également high ticket, mais déjà dans un premier temps plus d'appels. Comment tu deviens proactif pour acquérir ces clients? Parce que là, tu vas parler du contenu, mais comment toi, tu es proactif pour obtenir des clients? Je dirais que c'est un peu ce que je fais pas par manque de temps, où je me dis, je pourrais par exemple faire des ads ou prospecter ou alors les deux. Mais en vrai, c'est que je sais pas, ça vient un peu après le contenu et également toujours gérer les clients, vu que c'est quand même Done for You, c'est quand même pas mal de boulot. Donc ouais, déjà dans une journée, dans 24 heures, je galère à trouver du temps et tout pour moi. Ça peut peut-être être avec d'autres causes plus profondes, mais du coup, il faudrait que je sois plus proactif. Ok. Est-ce que tu penses que ça vient d'une certaine... Genre que tu n'as pas envie de le faire? Par exemple, imagine tu vas parler de prospection, ads, est-ce que tu penses profondément de toi, ou tu n'as vraiment pas envie de le faire, ou tu te dis tu détestes ça, ou tu te dis... est-ce que tu penses qu'il y a autre chose? Je dirais, ouais, c'est pas la partie la plus agréable comparée à créer donc, du contenu. Donc je dirais même plutôt inconsciemment, là, par exemple, je me fais accompagner également sur pas juste du pure business, mais également au niveau de l'identité, des peurs, des traumas et tout ça. Du coup, ça peut être plus la cause avant du coup l'effet. Ouais. Du coup, je dirais qu'il y a peut-être ça aussi. C'est une piste. Totalement. Après, je pense que tu connais la réponse. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de te la donner. Tu inverses juste l'ordre de priorité, quoi. La création de contenu, ça t'a rapporté combien de clients, par exemple, la création de contenu pour toi? C'est compliqué, en fait. C'est surtout quelques clients, mais qu'au final, je garde sur le long terme. Donc au final, ça compte. Mais tu as besoin d'avoir une pipeline toujours remplie. Donc, en fait, juste tu inverses la priorité pour moi, c'est tout. Hein. Tu inverses la priorité dans laquelle la première chose que tu fais, c'est pas le contenu, c'est comment acquérir des clients de manière extrêmement proactive. Donc, par exemple, pour toi, ça pourrait être les emails déjà. Tu fais les emails, tu fais des emails en masse, ou pas du tout, ou tu fais de la prospection sur Instagram? Avant, je faisais prospection Instagram, surtout. Okay. Mais quand toi, par exemple, pour vraiment du pur B2B, là, tu vois, la stratégie ads, Instagram et tout, tu conseilles plutôt ça ou plutôt vraiment prospection qui serait peut-être plus adapté, je pense? Ouais, très bonne question, j'aurais fait les deux. Parce que si ma contrainte, c'est l'acquisition client, je fais tous mes efforts nécessaires pour réduire absolument et anéantir justement ma contrainte. Donc en fait, je ne choisis pas, je fais les deux. Donc en fait, je fais les trois, mais en fait, juste par nombre de priorités. La première chose, l'effet de levier le plus important que tu as, c'est l'ADS en vrai. Genre l'ADS, j'avais fait un schéma dans lequel c'est soit, je pense que je vais le sortir parce que c'est vraiment super intéressant. Voilà, c'est soit tu prends le temps, soit l'argent. Donc l'effet de levier le plus important que tu as, c'est l'argent, donc dans lequel tu as le plus d'impression sans beaucoup plus d'efforts. Donc tu mets en ads en priorité, ensuite deuxième priorité prospection et troisième priorité contenu. Genre tu fais ça en priorité par exemple dans ta semaine, et genre par exemple la règle numéro 1 que je me serais mis à ta place, c'est je me réveille, mes 2 premières heures c'est zéro distraction, je ne touche pas mon téléphone, je dois toucher 100 personnes. Donc toucher, c'est-à-dire rentrer en contact avec 100 personnes minimum. Et donc voilà, donc si tu combines vraiment déjà les ads, donc inévitablement tu l'auras, mais en plus de ça tu deviens proactif extrêmement brutalement par la prospection Instagram, c'est juste inévitable en fait pour toi. Et on avait parlé justement tu te rappelles, on avait fait un schéma, on avait dit vitesse, plus simplicité, plus volume. Aujourd'hui ce qui te manque c'est beaucoup plus de volume. En fait, on a même pas besoin. Moi j'avais la... Si je délègue, il y a toujours la partie où c'est moi du coup qui a vraiment plus ce côté stratégique et après à distribuer à mes équipes et tout. Donc au final, en fait, c'est un peu le cumul de tout ça, de toutes les choses à faire dans une semaine, où après, je dirais c'est plus quand même une question de priorité. Il faudrait peut-être que je supprime juste des choses moins utiles. Pour moi, tout le monde a 24 heures dans une journée, donc c'est pas le temps de problème, mais c'est plus sur la priorité, je dirais. Ouais, en fait, moi je réfléchirais sur comment rendre ton équipe autonome pour qu'ils prennent les décisions potentiellement à ta place. Maintenant, bien sûr, moi aussi, tu sais, j'ai vraiment une section dans laquelle c'est moi qui délivre la stratégie.
Enfin, on avait vu à la fin mon onboarding, le premier call, c'est moi qui le prends. Et en fait, c'est délivrer vraiment l'acquisition client. Donc, ça prend du temps en fait, à délivrer vraiment quelque chose dans lequel c'est quali, personnalisé à ses inputs, qu'il a provoqué le plus d'outputs, etc., vraiment extra détaillé. Donc, oui, ça me prend du temps. Maintenant, le reste, tout est processé dans lequel je fais plus grand chose parce qu'en fait, tout est centralisé, tout est bien structuré pour qu'en fait, soit délivré avec ou sans moi de manière à un très haut niveau, quoi. Donc, et tu vois, c'est aussi, on a une section aussi qui s'appelle comment prendre les décisions, quoi. Genre, on a une section en process, c'est comment prendre des décisions, comment être le cerveau de Mathéus, quoi. La culture de boîte. On a tout, la vision, la mission, les valeurs clés, etc. Par exemple, les valeurs clés, si je vous parle de simplicité, dès le début de création d'Upscale, j'en avais 8 au début, la 6e, c'était simplicité. Simplicity, scale, complexity, fierce, je vous connaissez. Et la 2e, c'est créer l'excellence ou ne rien faire, donc vis-à-vis du produit, par exemple. Et ça, c'était les valeurs depuis le début. Et c'est ce qu'on arrive à délivrer. Donc en fait, c'est vraiment un tout dans lequel c'est une vision et une motivation vraiment de l'équipe, quoi. Dans lequel, en fait, et surtout, je pense que ce serait intéressant, c'est aussi de le communiquer à ton équipe. De leur dire, les gars, je veux être le moins possible maintenant. Et je pense qu'il y a une seule phrase, je pense que tu peux leur dire, c'est genre, je te fais confiance. Genre, moi, je vais être sincère avec toi, quand je recrute, au début, je regarde ce qu'ils font, après, je regarde plus rien. Parce que si je t'ai recruté, c'est que probablement, c'est que je te fais confiance. Genre, Océan, genre, voilà, Johan, d'autres personnes de l'équipe, enfin, je fais pas beaucoup plus de retours que ça. Parce que moi, ma philosophie, c'est ça, je te fais confiance. Et tu prends toute responsabilité vis-à-vis du poste, et si ça merde, c'est ta faute. Mais je te fais confiance, par exemple. Tu vois. Et du coup, avoir ce mindset-là dans lequel, en fait, où les gens, ils se sentent bien aussi. Ouais, ça va être un petit step, tu vois, Bon, donc nous, on a l'agence spécialisée en emailing, etc. Donc, on ne communique plus du tout dessus. Okay. Et bizarrement, on a toujours des opportunités qui viennent passer par là. Et même là, j'en ai plusieurs très grosses dans le sens où on bosse avec un parc de boutiques e-commerce. Plus de 20 boutiques, ils font facilement 2-3 millions par mois. Donc ça rigole pas trop. Et en plus de ça, ils ont une formation pour e-commerçants, etc. Et la formation, elle cartonne. Du coup, en fait, on pourrait par exemple clairement leur proposer un partenariat où on s'occupe des autres boutiques, et, enfin, de leurs clients. Enfin, parce que les clients en plus ont des résultats de dingue. Et j'ai plein d'opportunités comme ça. Même chose, on travaille pour un SaaS qui travaille aussi pour des boutiques e-commerce, etc. Qui va se lancer et tout. Et ça, c'est vraiment canon. Ça va faire plein d'opportunités. Et je suis en mode, mais je suis là en train de faire, on est là. Parce que je parle en jeu, c'est pas on est là. À se lancer dans l'autre projet. Mais putain, je vois de l'autre côté toutes les opportunités. Je me dis, ouais, mais je fais quoi en fait? Parce qu'il y a d'un côté ce que j'ai envie de faire, ce qu'il faut faire, et il y a scaler. Et voilà, mais bon, je pense que ça c'est plus une réflexion avec moi, mais si vous avez des idées, je suis partant. On va plutôt lancer un accompagnement, etc. Ça fait longtemps que je veux faire du done review, etc. Mais en vrai, tout ce qui est emailing et tout, ça ne m'a jamais saoulé. J'ai toujours aimé faire ça, bon, je pense qu'on est d'accord. Mais c'est vrai que le problème quand on fait du done for you, c'est aussi la scalabilité d'un projet, c'est beaucoup ce qui est lié d'humain. Et moi, le management, c'est pas que j'aime pas ça, mais. Il y a plus de fun, quoi. C'est pas que j'aime ça. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup de se dire, allez, Nicolas, tu as plein d'opportunités à gauche, mais est-ce que dans le fond, il faut pas. Voilà, je pense que. En prenant en compte qu'on adore coacher. Voilà, en prenant en compte qu'on adore coacher. On va parler déjà beaucoup. Mais vous avez déjà des clients, non? Ouais, on a déjà Oui, on a des clients, mais c'est pas. Ça prend pas, on va dire. Ça prend pas, ça prend à moitié. Tu vois, on a des résultats avec eux, mais derrière, pour aller recloser d'autres clients et tout, c'est beaucoup d'efforts. Comparé au Done for You ou comme comme Baptiste, les opportunités qu'on a, elles sont comme celle-là à l'extérieur. Mais ce mois-ci, on a pour 5000, 5K d'upsell qui viennent de nulle part. Mais je pense que vous n'avez pas de problématique. Hein. En fait, juste vous utilisez des effets de levier. C'est parce que si vous avez de la prospection qui fonctionne, vous avez signé des clients, juste recruter genre 1, 2, 3, 7 heures, full prospection en masse, vous ne vous occupez pas, vous traquez juste les datas, et vous, de l'autre côté, en attendant, je vous crée justement votre e-commerce, et puis vous faites les deux en simultané, et vous allez vraiment transitionner en fait, sur un business model plus scalable en fait. Donc pour toi, je fais les deux en même temps. Bah, en fait, pour moi, le fait de faire l'autre partie ne va pas te demander plus de temps. Ouais, parce que. Avec l'effet de levier justement de l'équipe des setters par exemple. Ah ouais, mais c'est parce qu'au début, je voulais le faire moi-même, voir un peu comment ça donnait. Ouais, mais c'est ça qui est important. Tu as une preuve de concept que ça fonctionne. Duplique ça en fait à travers 3 humains. Ouais, c'est vrai. Il ne reste plus qu'à. C'est vrai que maintenant. Il ne reste plus qu'à qualifier. Je sais jamais avant ça. Ouais, mais ça c'est une compétence de vente, etc. Mais genre, franchement, tu fais ça, et en fait, petit à petit, vous allez voir que vous avez encore plus d'opportunités avec du consulting en B2B, parce que inévitablement, c'est le business le plus scalable que vous pouvez avoir. Mais c'est comme, enfin ça c'est encore différent, mais il y a vraiment un truc qui me tente très bien, et dont on parlait avec Ika la dernière fois, c'est les e-commerçants, etc. On a déjà eu l'occasion de parler avec plusieurs à l'époque.
Et c'est des personnes aussi qui régulièrement veulent former en interne une équipe. Et ça, c'est quelque chose qui me choque pas bien. Faire par exemple je sais pas, on peut appeler ça du demi-view, mais du demi-view en interne de boîte. Mais par contre, je veux faire ça pas en présentiel, c'est possible, Ouais. j'en beaucoup. Ce serait intéressant, même avec plus d'effets de levier, même des placements, des email marketeurs et tout. Que vous Ouais. allez former, des placements, etc. Ah ouais, et si vous c'est manager, pas moi qui me etc. déplace, ça va. D'accord. Si c'est pas moi qui me déplace, ça va. Oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, t'as pas. Enfin, c'est pas un Ouais, business c'est scalable pas- en fait. ouais, Finalement, ouais, c'est un ouais, business ouais. scalable. Quoi. Ouais, c'est ça. Votre rôle, c'est toujours avoir un business le plus scalable que possible. Et juste, je pense que pour moi, juste, vous faites ce côté, quand je vous ai dit, avec la prospection en triple, vous dupliquez vos process qui a été. Enfin, vous avez signé des clients, vous avez une preuve de concept que ça fonctionne. Arrête de faire toi. Genre, délègue tout et bombarde, et tu verras que petit à petit, je pense que naturellement, tu vas faire la transition en fait. Ouais. Un moment, parce que tu vois, parce que la contrainte, c'est le done for you. Enfin, comme tu l'as dit, tu vas commencer seulement une scaler done for you, c'est plus d'humain, moins de marge. Je pense que tu vas avoir les opportunités avec plus de marge en consulting, ça va te faire plaisir. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu vois, l'opportunité, par exemple, avec la personne dont je te parlais, qui a plein d'e-com, qui fait plein d'e-com, etc., tu la prendrais quand même ou tu la prendrais pas? Bah, Parce que là, j'ai un DM à faire, et je pense que, franchement, c'est quoi, je pense qu'on peut avoir vraiment une trentaine. ADM à 25K. c'est quoi le coût d'opportunité en termes de CA par exemple que tu pourras faire avec ça? Ça va juste dépendre de ça en vrai. Ouais, Si c'est 200K en vrai. je sais pas, mais en tout cas, franchement, quand je dis que ça rentre, quand ils font rentrer, ils font. On a fait quelques lancements avec eux, mais ça va, là c'était des lancements. Vous calmes, prenez j'ai dit. Ouais, en pourcentage. Non, en fait, non, eux, on leur fait juste le email et c'est tout. Ouais. Parce qu'il y a une opportunité, en fait, parce qu'eux, ils forment des e-com. Et les e-com performent très bien, les e-com qui forment. En fait, je pourrais tout simplement leur dire, bah, écoutez, voilà, vous prenez un cas, par exemple, si vous me recommandez à vos élèves, tout simplement. Mais là, je peux avoir une quantité de clients qui, selon moi, est énorme. Est-ce que vous saurez gérer tout ça? Bah, Bah ouais, parce que si c'est non, non, mais ça, je veux dire, tout peut être réglé. Quoi. oui, voilà, tout peut être réglé. Je veux dire, on est des entrepreneurs, on se démerde. Hein. Moi, ça va vraiment, quand j'ai dit, ça va juste dépendre de coût d'opportunité en fait, que ça représente concrètement sur le papier, sur la table en fait, en termes de CA. Après, je sais pas. Parce que si tu me dis faire tout ça pour 5K, bon. Non, je pense pas, mais je pense vraiment qu'on parle. Enfin, c'est à voir de nouveau. Et aussi leur engagement à eux finalement, tu vois. Parce que c'est eux qui vont nous recommander. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on se mange 20 clients. Les 20 clients, c'est pas ça. Surtout qu'on les garde longtemps. Surtout qu'on les garde très très longtemps. Là on a une LTV de. Bah, je pense que la LTV c'est minimum 15 mois. Minimum. Let's fucking go. Let's fucking go, on va faire ça. Vous sortez de l'opérationnel et vous faites l'autre consulting en côté. Ouais. Enfin, là, vous commencez à scaler à fois ce bas. Là. Ah ouais, il va falloir des bases une base de recrutement de folie. Parce que... Puis de nouveau, il faut voir à quel point ils sont engagés. Je pense vraiment. Quand je te dis qu'il faut rentrer des gens, c'est vraiment par mois, c'était la dernière, mais c'était vraiment. Et pourquoi vous n'avez pas fait jusqu'à présent maintenant le move là? Parce que tu me dis genre un petit message et c'est vous. Pourquoi pas avoir fait ça? Parce qu'il fallait que je te pose la question. Ouais, c'est Et du coup, relativement récent. mais la question c'est depuis combien de temps tu peux faire le move? Depuis combien de temps tu gardes cette petite question à 6 mois facile. 6 mois. 6 mois facile. On bosse pour 6 eux. mois. On bosse pour eux depuis 1 an, je pense. Ah ouais, 6 mois. Ils sont contents, on est contents aussi. Ouais. Drôle. Puis là, il y a Black Friday, je me dis, vas-y, on pourrait leur faire une offre Ouais, spéciale Black c'est fou. Friday. Franchement. Mais en fait, C'est plus hypé que moi en fait là. C'est toi qui as envie de lancer ça, tu connais ta réponse pour ça. Ouais, c'est vrai. Genre Non, mais t'es hypé en fait, hein, c'est juste on parle en fait, et c'est bien. Je pense que. Ouais, j'ai envie de tout faire, c'est ça le problème. En fait, ce qui est un peu chiant, c'est qu'honnêtement, l'accompagnement, tu sais, on est encore au début, du coup, on facture ça pas cher, c'est 1000 et 1000. Donc 1000 au début, 1000 quand t'as l'objectif. Et en vrai de vrai, bah, c'est pas. D'un point de vue temps et argent gagné, pour le moment, c'est un temps tiré une balle. Bien sûr, c'est le début. Oui, c'est Ah ouais, c'est le début. c'est Et toujours en ça. fait, c'est ça aussi qui est un peu frustrant, alors que de l'autre côté, bah, c'est tout l'inverse. En fait. Donc je pense qu'aussi c'était une frustration, mais sinon qu'est-ce que je fais? Bah, je fais le contenu, LinkedIn, Value Assets, Instagram bientôt j'espère, enfin un peu déjà maintenant, mais plus de manière plus régulière. Du coup c'est ça qui prend du temps, et sinon bah, les quelques coachings one-to-one et la prospection en DM. Mais bon, on doit être à quoi? On doit être à... Bah, et les calls, mais les calls qui finalement... C'est 50% de ton temps, je rappelle bien. Ouais, voilà. Mais je pense, la prospection, ça me prend 1 à 2 heures le matin, et les calls, bah, vu que j'en ai quand même pas mal depuis que j'en fais, bah, forcément ça prend du temps. Surtout qu'à chaque fois, vu que c'est le début, je me dis j'y vais à fond, je prends le call quand même d'1 heure si c'est nécessaire, histoire de comprendre, aussi de m'améliorer, vu que j'ai pas l'habitude de vendre du demi-view, j'ai l'habitude de vendre du done for you, et je suis quasiment sûr que c'est plus facile de vendre du done for you. Donc voilà, donc forcément. Je pense que c'est plus simple du done for you. Je pense, quasiment sûr.
Non, je pense pas. En tout cas, pour moi, c'est plus ça. Ouais, parce que tu as vu sur la vente, c'est quand même un nouveau monde. C'est comme si tu rentres par exemple tes closers en B2C et là tu rentres dans un monde de B2B, forcément c'est des manières de closer différentes. Hein. C'est des argumentaires différents. Done for you, bon moi je te fais tout. Moi c'est le closing quoi. Done with you c'est un peu plus dans lequel je t'accompagne quoi. Ouais, Et des fois, faut bien amener quoi. Et puis du coup, lorsque tu dis ça prend beaucoup de temps les calls, c'est quoi les calls closing ou call one-to-one? Call closing. Ouais, closing. Parce qu'on se rend compte que ça ne fait pas. Enfin voilà, on a à peu près, je pense que. En gros, on a 60% de taux de cancel et 20% de no-show. Ouais, un truc de fou. Surtout c'est le mois d'août qui est. Par exemple, mois de juillet, on a fait 19 planifiés, 15 calls, donc là c'était plutôt cohérent, tu vois. Et là, le mois d'août, c'est une folie. Et vous connaissez le pourcentage de qualité par exemple sur les 15 calls que vous avez pris le mois dernier? bah, t'étais en taux de closing à 30% à peu près. Ouais, Après, le pourcentage qualité sur les 4 critères, non, parce qu'on savait pas. Mais, oui, voilà, ouais. mais en tout cas, on a un taux de closing à 30% le mois dernier. Mois dernier, ouais. Et là, ce mois-ci, du coup, on arrive à avoir, on appelle moins de mecs, beaucoup moins d'ailleurs, mais le taux de closing est plus haut. Ouais. Du coup, c'est quoi la problématique? Du coup, qualité ou on revient sur quoi? Je dirais, ouais, quels sont les process qu'on pourrait mettre en place pour continuer à chauffer le mec au maximum, pour éviter qu'il ne vienne pas à l'appel, tu vois. Déjà, Je pense que c'est ça, je pense que c'est ce qui nous manque, c'est que le gars, il peut y avoir 3-4 jours d'intervalle avant qu'on le prenne en call, il oublie ou alors il n'a pas assez de value, il vient pas. Je pense que le souci il est là et j'aimerais bien voir ton process toi. Ouais, bien sûr. Après, il y a la problématique aussi des parents qu'il faut prendre en compte. Ouais, bien sûr. Nous, on n'a pas du coup forcément le décisionnaire tout le temps en appel. On a déjà un. Comment ça se fait ça? Ça, c'est pas normal, ça. Déjà, première chose. De... Des décisionnaires qui sont pas dans le call. Non, mais si, mais on les a en R2 du coup. Donc en fait, ça rallonge le process. Des fois, t'as les parents qui sont séparés, ça rallonge le process. Tu vois. Ok. Et on essaie de les nurturer à fond, tu vois. Genre, groupe WhatsApp, on a une page de confirmation, on explique les trucs. Témoignages, bombard. Pourquoi dans le setting, la manière dont on va vous proposer le call serait pas potentiellement à quel moment toi et tes parents seraient disponibles pour prendre un appel tous ensemble? Nous, on y avait pensé à faire, là on avait eu l'idée, Tristan m'avait donné l'idée de faire, tu sais, genre juste un formulaire, où en gros nous on récup, après du coup notre setter l'appelle, et du coup c'est lui qui va book un call avec les parents, et essayer d'avoir les parents et tout ça, mais en fait c'est un peu le même principe qu'on fait déjà, tu vois. Déjà nous, ce qu'on met en place, c'est genre, on DM, il prend un call, quand la personne prend un call, notre DM mais il prend un call, c'est le gamin qui c'est prend le petit, call. ouais, toujours le petit. Ouais. Et du coup, on essaie d'avoir en appel le petit, et derrière, du coup, le but c'est d'avoir les parents direct après, et du coup après de confirmer l'appel. J'ai une question, est-ce que c'est un problème de choc qui est survenu ce mois-ci et où les autres en fait il n'y avait pas de souci? Genre juin, juillet, beaucoup plus. Ce mois-ci, beaucoup plus, c'est-à-dire? Bien plus, c'est je pense qu'on est à 30%, voire 40%. Genre par exemple en juin, juillet, vous étiez à combien sur? Bah en taux de choc, on était à 80, 90. Je pense que c'est la période ou pas? Titon m'a dit que c'était la période, lui il m'a dit que c'était compliqué, tu vois. Ça joue sur la C'était un période. peu plus dur, ça joue. Mais là on s'est dit c'est abusé, 60%. Tu vois, En fait, je comprends pas le contraste entre juillet et août, genre. Insane. C'est vraiment ça. Après, on a changé le process de setting, donc je me dis, est-ce que ça vient peut-être de là? Mais du coup, on a eu quand même plus de calls planifiés aussi, parce qu'au début, on voulait avoir plus de calls planifiés. Donc, on a changé un peu le process de setting, qui marche mieux, parce qu'on a beaucoup plus de calls planifiés, mais du coup, il n'y en a pas forcément. Et du coup, c'est quoi le pourcentage? Donc, par exemple, vous faites le R1, ok, vous planifiez en setting R1, vous avez du coup le petit au téléphone, vous avez un taux de show-up 100% ici? Non. Souvent, il cancel parce qu'il en parle aux parents après. En fait, on n'arrive pas à avoir les parents, il en parle aux parents, et du coup, il se retire. Alors que peut-être que les parents sont chauds aussi, tu vois. C'est juste le petit, il dit, ah, j'ai pas envie. Bah oui, bien sûr, forcément, c'est comme la Et fin. du coup, on arrive. Donc là, j'ai bien dit à Tristan, faut absolument que tu aies le numéro du papa ou de la maman pendant l'appel. Donc derrière, il puisse appeler le papa. Comment ça va se passer? La deuxième, c'est genre full valeur sur l'académie, tu vois, avec full témoignage, en plus il y a des bêtes de témoignages. Et derrière, on a les témoignages, tous les témoignages. Enfin, classique, pas de fondation, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il monte ça, par Bah non, je pense pas. Obtenez une confirmation déjà au téléphone. Obtenez une confirmation absolument au téléphone. Est-ce que tu penses, est-ce que si je t'envoie, est-ce que tu vois absolument? Ok, bon, c'est good, t'es sûr? Ok, tu vas vraiment proposer ça aux parents, etc. Je regarde l'école de Tristan. Genre, faut vraiment double check. Et qu'est-ce qui ferait que, par exemple, et du coup, prochaine question, qu'est-ce qui ferait que potentiellement tu ne présentes pas du coup la page? Ouais, genre, il faut demander. Et, parce que c'est comme avec le show-up. Par exemple, on avait un problème de show-up. Le meilleur moyen de la résoudre, c'est vraiment faire du R1, dans lequel, première question, c'est ok, est-ce que tu es toujours good pour X dateur? Et ensuite, prochaine question, qu'est-ce qui ferait que tu n'arriverais quand même pas en fait à venir? Et du coup, ça force une réflexion profonde de je te réponds pas oui pour te dire oui,
mais je réfléchis de qu'est-ce qui ferait potentiellement que je ne réponds pas. Et là, il va te dire, ah, potentiellement, je ne sais pas si j'arrive à trouver le site, etc. Ah, ok, bah, il n'y a pas de souci, là, je t'envoie vraiment sur WhatsApp, etc., précisément, ou sur Instagram, le truc, tu vas simplement cliquer, tu connectes sur la conversation et tu cliques directement. Et comme ça, potentiellement, ça pourrait aider, parce que du coup, ça pourrait venir sur deux choses. Donc, forcément, la période qui peut être totalement, on a même nos clients, ça baisse, etc., tout à fait normal, mais c'est vrai que c'est étrange. Et deuxième chose, en fait, essayer de voir en fait, vis-à-vis des calls R1. Et troisième point, voir même potentiellement dans le setting, tu vas voir comment amener en fait la structuration de la phrase, parce que la manière dont tu vas structurer la question et donc le pitch de call va déterminer justement le résultat et donc comment la personne va te répondre. Donc par exemple, potentiellement, moi, ce que j'aurais vu et j'aurais potentiellement testé, c'est de demander, ok, à quelle heure, à quelle date et heure tu penses que toi, ainsi que ton papa et ta maman seraient disponibles pour qu'on puisse échanger à trois, tous ensemble, autour de prénom X, Y, Z, comment tu peux. Et donc là, en fait, le pitch, c'est pas en mode comment faire, mais essayer de voir en fait s'il y a une possibilité que la personne puisse voir et ensuite regarde eux, c'est sur Instagram et tout. Je pense qu'on n'est pas assez rigoureux sur ça, on te dit montre à tes parents, on lui dit ça. Ouais, en fait, non, faut double check. Pas, de nouveau, on revient par exemple sur l'onboarding, ça c'est une philosophie intéressante, c'est que faites en sorte que la personne n'a pas besoin de réfléchir. Genre par exemple, vous lui demandez montre-le. Non, double check, est-ce que tu penses qu'il y a une problématique, tu lui envoies bien le lien, tu lui dis ok c'est juste ici sur le seul lien, tu vas directement aller, lorsque tu vas présenter à tes parents, tu vas te connecter sur Instagram, sur la conversation et ce sera le premier lien que tu verras. La personne n'a pas besoin de réfléchir, parce que si la personne réfléchit, elle ne fait pas. Ouais. Surtout que c'est un lead, voilà, c'est un lead, la personne, enfin, faut lui demander une offre à 3, 4, 5K pour payer une full, va quand même laisser la personne ne pas réfléchir. Si je peux intervenir. Bien sûr. Pourquoi vous laissez ça sur ses épaules à lui en fait? C'est trop risqué. Moi, ce que je ferais, c'est en R1 avec lui. Bah écoute, on fait un groupe WhatsApp avec tes parents, je t'invite dedans. Donc les parents sont déjà dans la boucle à ce moment-là. Bah on essaie d'avoir leur numéro. Pas tout le temps. Ouais, mais qu'ils soient dans le groupe, qu'ils créent le groupe en même temps que vous, en appel. Ouais, en appel. Comme ça, c'est vous qui envoyez, vous qui prenez le relais et qui échangez avec les parents. Ouais. Comme ça, lui, ça le délaisse. Et vu que vous êtes une équipe avec lui, lui, il veut investir quand il veut. Donc vous êtes tous les deux dans le groupe. Donc il crée le groupe devant vous, pas besoin d'aller demander le numéro en détail. Tiens, j'ai fait un groupe avec toi, inclus tes parents dedans, et je leur envoie les choses. Et moi, je vais leur montrer. Ouais, c'est le détail. Et toi, ce que tu leur diras, c'est de cliquer ici, c'est de faire ça. On lui donne des missions pour l'engager, ça continue. Mais les parents, ils sont déjà dans la boucle, ça y est, ils sont là. Ouais, on a le viral, on a leur numéro. Ils peuvent plus s'échapper. Et écoute, nous, ce qu'on faisait, c'est on les appelait et ensuite on les disait sur WhatsApp. Non, alors que là, c'est là, avec le gars. Avec le gars, il est dessus, face à lui, tu lui dis, bah, écoute, tu viens de créer le groupe WhatsApp, tu l'as bien reçu, ouais, ajoute tes parents dedans. Je te confirme que je vois bien la confirmation de tes parents. Ouais, ça c'est le numéro de ta mère, ok, j'ai envie, ça c'est ton père, ok, parfait. Tiens, moi je vais leur envoyer une vidéo. Et comme ça, ils sont dedans et vous avez ça. Et à partir de maintenant, on envoie des vocaux, on parle aux parents directement. Voilà, est-ce qu'on recherche les applis derrière ou juste par vocaux, ça suffit, ils sont dans le groupe? Bah, après, au moins vous êtes dans le truc là. Au moins ils sont là dans le groupe. On peut avoir l'appel et vocaux derrière, si jamais ça répond pas. Pourquoi pas? Non, ok, ils sont en pourcentage. Ils sont en pourcentage, enfin. Ça dépend. Ouais, alors attends, je me l'exprimer. En gros, ils prennent 300 balles entre guillemets par joueur, si tu veux. D'accord. Donc c'est pas vraiment en pourcentage, je me l'exprimer, mais c'est voilà. C'est au livrable un peu. Voilà, tu vois, il me coûte 300 € pour le joueur qui rentre. Ok. Voilà, c'est plutôt comme ça que j'étale un petit peu en fonction des. J'étale un petit peu le paiement, je fais pas 300 balles. Ouais, bien sûr. Sinon, ça, à la fin du mois, je paye tout. Ben, à la fin du premier mois, par exemple, le premier il prend 30%, il prend 100 balles, et ensuite on divise. C'est quoi le pourcentage par exemple de chaque partie justement? Tu m'as parlé justement des Titiens. Ouais, alors en gros, nous on est une offre à 3000. La préparatrice mentale, c'est elle qui est le plus présente avec les joueurs, vraiment souvent, chaque semaine. Elle prend 300 € par joueur. C'est là où il y a le plus gros level. C'est là où il y a le plus gros level. Alors, Les joueurs sont fous de venir avec. Tu vois. Okay. Donc, elle, voilà. Le prépa physique, lui, c'est 250. Il est quand même présent, c'est lui qui gère toute la partie physique. Et la diète, elle, c'est beaucoup plus léger. Elle a un rendez-vous uniquement et elle fait son plan alimentaire aux joueurs. C'est 60 €. Là encore, là-dessus, bon, elle vient de débuter. C'est une marque qui est très légère. Elle fait bien son taf, c'est top. Mais surtout sur les deux, le prépa physique, il va vite avoir cette problématique de. Il va y avoir du monde qui va rentrer, c'est sûr. Il va y avoir pas mal de monde qui va rentrer. Il a déjà un taf à côté. Soit je l'augmente et c'est bon, soit il ne peut pas tout gérer. Impossible. C'est une partie tiers, ça. C'est vrai. Mais du coup, ouais. Partons du principe qu'on va scale et qu'il y aura beaucoup de monde qui va rentrer. Tu vois, c'est surtout ça. Je ne sais pas trop comment gérer. Je pense qu'il y a un certain choix. Je pense que tu devras passer par fixe en vrai. Ouais. Genre entre 3 et 5 000 par personne et ensuite à ce moment-là tu scales à l'infini. Hein. Parce que sinon c'est un scalage, sinon il y a trop de clients qui rentrent et qui rentrent. Sinon je pense qu'à un moment donné, en fait, dès que tu sais qu'ils ont un bon salaire, entre 3 à 5 000,
2, 5, 5 000. En fait, je passe par fixe et let's go. Hein. Ils sont très contents, ils vont apporter tout le monde, etc. Et je consomme des bonus, des upsells, etc. Enfin, peu Et importe. c'est indépendant du nombre de joueurs qui rentrent. Et voilà, indépendant, c'est un salaire, enfin, c'est fixe. Parce qu'au début, c'est intéressant parce que du coup, ça permet justement d'avoir une équipe, etc. Mais je pense qu'un scale, c'est un scale-up. Donc en fait, je pense que tu vas juste passer en fixe ces personnes en salaire. Quoi, entre guillemets. Sinon, tu peux faire une transition fixe plus pourcentage. Ouais, bien sûr. En bonus et tout, c'est super important. La motivation et tout l'équipe. Ouais, ce que je veux dire, tu mets en place justement dans tes réunions, tu sais, pour mettre la carotte un peu, tu mets des trucs comme ça, des bonus, des. Ouais, bien sûr. Genre, des objectifs, par exemple. Que ce soit des bonus ou même des pourcentages. Ah ouais, ok. Genre un pourcentage. Par rapport en delivery, par exemple, nous on a des delivery, justement, on donne un pourcentage spécifiquement vis-à-vis des upsells, vis-à-vis de toutes ces sections-là, vis-à-vis des upsells sur delivery et tout quoi. Et des bonus, bien sûr. D'accord. Et tu le fais à partir des retours clients, du NPS. Ouais, des retours clients, genre comment ça se passe de manière générale. Je suis pas très assidu là-dessus. Okay. Genre dès que je sens une bonne vibe, let's go. Ouais, voilà, exact. Et ça motive et tout le monde est content, tu vois, ça motive, tout le monde est content. Bien sûr. Mais je pense que c'est le mot, parce qu'au début c'est bien, mais après c'est un scale-up, je pense que. Ouais, carrément. Tu doubles les deux, en vrai, tu scales à l'infini, maintenant tu commences à augmenter les marges, plus tu vas ramener des clients, plus tes marges vont augmenter en fait. Parce que là, en fait, d'abord l'acquisition, et après ça, parce que l'acquisition va nous ramener ça, qu'on va pouvoir se mettre en fixe. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu conseilles aussi? Je reçois énormément de messages WhatsApp, j'en peux plus. Vraiment, les messages WhatsApp, je deviens fou. Bah, tu sais, c'est un peu moi, entre guillemets, l'image de l'académie. Donc les mecs veulent me contacter, ils m'envoient des messages régulièrement. Ouais. Et ça prend une charge mentale de fou. Donc oui, je me mets des créneaux, mais tu vois les notifs et tu vois, tu deviens fou. Est-ce que je basculerai pas sur un Slack ou autre chose, tu vois? Je sais pas comment tu l'organiserais par rapport au. Au moins, ils ont de l'affection pour envoyer des messages. Ma question, elle est simple, c'est ça te saoule de recevoir des messages ou ça te saoule de recevoir sur WhatsApp? Je dirais, bah, si je les recevais sur autre chose, je prendrais 1 heure de mon temps par jour, j'irais là-bas et je répondrais là-bas. Okay. C'est surtout sur WhatsApp, c'est pesant, tu vois, tu le vois tout le temps. Tu peux faire un numéro perso et un numéro pro, juste WhatsApp business. Ouais. Comme ça, vraiment, tu sépares les deux et en gros, sur ton téléphone par exemple, sur WhatsApp business, tu bloques les notifications genre de 8h, 18h. Ouais. Et comme ça, tu es sûr que ça ne te dérange pas, ça ne te prend pas du tout d'attention. Et c'est tôt, vraiment, tu focuses à l'heure que tu veux, à répondre tout dans le jeu. C'est vraiment pour je sais par les deux. C'est chronophage, mais sinon, tu peux aussi déléguer une partie. Ouais. Une PA. À voir, ouais. Ou sinon, ouais, un CSM, clairement, qui gère ça sur chaque pôle, tu vois. D'abord, on s'expatrie. On s'expatrie avant, ouais. D'abord, très souvent, délégué. Mais ça va être obligé, tu vois. Ok, je gère des gens, c'est cool, mais ça prend énormément de temps, c'est chronophage, et tu vois, le pourcentage du chiffre d'affaires que je prends, c'est vraiment petit, tu vois. Un dossier, il prend entre 5 et 10% de chiffre d'affaires si vraiment t'es très bien payé. Donc il y a ça, et par contre, l'accompagnement comme Yvan, ça avait bien fonctionné, mais j'avais essayé de lancer une BSL, j'ai dépensé 4 000 € en ads, plus 4 000 € dans un accompagnement, et j'avais closé 2 clients, tu vois, j'avais closé Yvan et quelqu'un d'autre, donc c'était pas du tout rentable. Donc j'ai envie de relancer ça. Ah, j'y connais la réponse. Maintenant que j'accompagne des gens tu vois, sur le côté d'Obsess et que je vois la G-Funnel avec Kenny, avec d'autres gens, c'est logique. Donc j'ai envie de faire ça. Et puis dans l'agence, je pense la seule chose c'est continuer à closer des entrepreneurs. Mais tu vois, ce truc de je dois créer du contenu, enfin, je pense qu'aujourd'hui ça va être un levier. Mais je sais pas si je crée du contenu du coup pour l'agence. Et en mode, je cible les infopreneurs et je leur apporte de la valeur sur OK, comment gérer un pôle vente, les closers, les setters, ou je crée du contenu en mode B2C et je cible les gens pour les closer un peu comme ce que fait Océan, quoi. Du coup, c'est deux business models différents, du coup. Ouais. Qu'est-ce qui rapporte le plus de cash? C'est du sang, ce qui me rapporte le plus de cash actuellement, c'est l'agence. Mais l'accompagnement, de un, je préfère coacher des gens et tout, je kiffe. Et je vois les résultats des gens et ça, j'adore. Et je pense que c'est scalable avec le positionnement que j'ai parce que moi, je cible que les commerciaux. Parce que j'étais un ancien commercial porte-à-porte. Et tu sais, quand tu passes commercial porte-à-porte et closer, c'est deux mondes qui sont différents. Et moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel là-dessus. Et puis, il y a un concurrent qui fait ça aux US, en France, ça marche très bien. Donc, je pense que ça, c'est un gros potentiel, quoi. Ouais, c'est un peu la même chose que ça. C'était deux business models, mais c'est le plus scalable qui fait le plus, quoi, vraiment. Let's go, quoi. Ouais. Okay. Non, t'avais lancé VSL Final, c'est ça? Ouais. Traumatisant. Traumatisant par les gens. Enfin, je ne peux pas mentir, mais je suis accompagné. Mais avatar client, tu crées du contenu vis-à-vis de là où tu. Quand l'accompagnement vis-à-vis de ça, tu commences à mettre des ads là-dessus, tu pousses tout ça et les tracking scale, tu vois. C'est un truc.
inconnu.